Bonjour à tous et bienvenue sur le CAF Rentable, le podcast d'investissement le plus régulier. Tous les lundis matins à 8 heures, on vous parle de bourse, de finance et de business. Toujours accompagné d'un bon café, je suis Jean de la chaîne J'invest et je suis accompagné d'Hugo de la chaîne EcoInvest. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Et toi, Jean, comment ça va? Ça va, plein de nouveaux projets, on en parlait juste avant, mais ouais, non, ça va très bien. Et vous, chers auditeurs, comment allez-vous? Alors, avant de vous plonger dans le sujet du jour, un petit rappel. Vous pouvez nous écouter sur Fountain App, la meilleure application pour écouter vos podcasts. Vous gagnerez du Bitcoin simplement en nous écoutant. Et si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez aussi nous en envoyer en retour, ce serait excellent de votre part. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes de podcast classiques. Laissez-nous des avis, des notes 5 étoiles, ça nous aide énormément. Ainsi que sur YouTube, bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne Le Caf Rentable, à la page Instagram Le Caf Rentable. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube respectives, J'invest et EcoInvest, pour ne rien rater de nos contenus et nos pages Instagram éponymes également. Et également, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site internet www.iq-invest.fr. Vous y trouverez pas mal de ressources, notamment l'accès à l'application IQ Invest. On va en reparler lors de ce podcast, mais également la bibliothèque de l'investisseur avec tous les liens vers les livres dont on parle notamment dans le podcast. Et vous trouverez aussi également des liens de parrainage pour ouvrir donc un compte titre, des PEA, enfin un PEA, des comptes titres, etc., etc. Mais ceci étant dit, du coup, quel est le sujet du jour? De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Jean? Ouais, écoutez les amis, on arrive à la fin du mois et je pense que vous l'avez sûrement vu, mais on n'en a toujours pas fait un ce mois-ci. Donc aujourd'hui, c'est le Deep Dive LVMH. On va analyser en profondeur pour parler en français. Non, on va faire le Deep Dive sur LVMH. On a pas mal de choses à dire. Vous allez voir que c'est une entreprise vraiment qui vaut le détour, mais ça, je pense que vous le savez déjà. Mais au moins, ça fera une piqûre de rappel. Faut pas oublier qu'en ce moment, LVMH arrive vers les 627 dollars, ce qui peut être un prix attractif, mais Euro. ça, vous le verrez juste après, enfin, un peu vers la fin de la vidéo, où on fera son évaluation, sa valorisation, et on vous dira à quel prix, nous, personnellement, on l'achète, avec des critères bien précis. Voilà, il y aura, tout sera transparent, tout sera précis. Vous pourrez faire votre propre décision. Juste Tout avant de à commencer fait. la vidéo, Hugo, on peut en profiter. Est-ce que tu veux nous présenter ton nouveau projet sur YouTube? Ouais, effectivement, très rapidement, on peut en parler. J'ai lancé une chaîne secondaire qui s'appelle IQ Bitcoin, en fait, tout simplement, et qui va parler à 100% de Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est un sujet que j'ai commencé à développer sur la chaîne IQ Invest, mais c'est un sujet qui est beaucoup trop éloigné de la bourse, de la finance traditionnelle, et je trouvais que c'était pas forcément intéressant de mélanger les deux sur IQ Invest, qui est vraiment focus bourse et investissement quality. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant donc de séparer les deux chaînes. Donc si le Bitcoin est un sujet qui vous intéresse, allez voir donc la chaîne IQ Bitcoin, abonnez-vous. Donc ça fait bizarre hein, d'ailleurs de repartir à zéro. Là, elle a 92 abonnés pour le moment la chaîne, ça fait bizarre. Mais voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, ça fera monter le compteur. Et il y aura plusieurs types de sujets de vidéos, mais notamment des sujets un peu plus éducatifs sur Bitcoin, mais aussi j'ai envie de faire des formats un peu plus tuto. Tu vois, genre comment acheter du Bitcoin, comment mettre en place un Ouais. cold wallet, tout ce genre de choses qui sont assez intéressantes et qu'on me pose souvent, enfin les questions qu'on me pose souvent en fait dans les commentaires. Et d'ailleurs, autre petite parenthèse tant qu'on est sur le sujet, YouTube, qu'est-ce que vous faites sur la chaîne YouTube Le CAF Rentable? S'il vous plaît, abonnez-vous. On a que 796 abonnés C'est là. Il pas faut normal. absolument, c'est pas normal, il faut absolument qu'on passe les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Quand on passe les 1000 abonnés, on prévoit avec Jean de faire une petite soirée, une petite rencontre sur Paris, pour tous ceux qui sont en région parisienne ou même ailleurs dans la France. Donc, cliquez sur le bouton abonner sur YouTube, faites monter le compteur, qu'on dépasse les 1000 et qu'on puisse tous se faire une petite soirée sympa sur Paris. Surtout que Voilà, niveau vue, petite... on explose là, Ouais, la franchement... dernière vidéo. Vraiment, merci pour tous vos retours parce qu'elle a vraiment très bien fonctionné. Donc, on est vraiment content. Franchement, on est vraiment content de Ouais, votre retour.
Très Et, content sur et ouais, sur maintenant, les vues faut... effectivement, et même sur les écoutes des podcasts, hein, on a des très bons scores, des très bonnes stats, en ce moment, ça monte bien. Mais par contre, les gars, il faut nous faire monter ce compteur d'abonnés là, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est clair. S'il vous plaît, allez, abonnez-vous. Alors, bon, en toute transparence, moi, je vais dire pour au début de la vidéo. Ah oui, si ça vous intéresse, même en complément du deep dive, mais bon, je pense que vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires. Toi, tu avais fait une analyse d'action, c'était ta première de mémoire. Ouais, c'est la première vidéo Ouais. de la chaîne, alors elle fait mal aux oreilles aujourd'hui, parce que j'avais même pas encore le micro que j'ai Le- actuellement. C'était avec le micro des AirPods, je crois que j'ai tourné cette vidéo, donc vraiment avec un son dégueulasse. Mais voilà, première analyse de la chaîne. Et toi, je crois que t'en as fait une aussi sur ta chaîne. Ouais, c'est ça. Moi, c'était ma 18e vidéo, très précisément, tu vois. Donc, ouais, non, c'était ma 18e vidéo. J'avais fait une analyse d'action. Et toi, là, t'as sorti la mise à jour sur cette action, cette semaine même. Ouais, cette semaine, une petite vidéo de suivi. C'est Ok. un format que j'ai commencé à faire avec Visa, Mastercard et leur procès, enchaîné sur LVMH. Et d'ailleurs, je pense que avant de réattaquer les analyses d'action, je vais enchaîner sur une troisième vidéo la semaine prochaine avec un suivi sur ASML et AMAT pour le secteur des semi-conducteurs en règle générale. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire et pas mal d'évolutions qui ont fait notamment chuter le cours de bourse de ASML. Si on regarde le cours de bourse d'ASML, Ouais. tu vois, ouais, il a pris, attends merde, je suis sur le cours en dollars là. Si on prend le cours en euros, il a pris, tu vois, moins 12% à la suite des annonces de résultats de Q3. Donc ça peut être intéressant d'en parler aussi. Ça permet de se tenir. Puis moi aussi, ce qui est bien avec ce format, c'est que ça me force à vraiment suivre les actions et à me tenir au courant, tu vois. Donc c'est pas mal. J'aime bien. Ouais, bah, c'est clair. Voilà. T'es actionnaire d'LVMH, en toute transparence. Bon, on l'est tous les deux, hein, on l'est tous les deux. Moi, j'ai 4 actions LVMH que j'ai achetées n'importe comment parce que j'ai un PRU qui est beaucoup trop élevé. Donc aujourd'hui, ma position LVMH, c'est à peu près 2500 euros en valeur et avec un PRU de 748 euros. Donc un PRU catastrophique. J'ai acheté, voilà, n'importe comment, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et toi, Jean, c'est quoi ta position sur LVMH? Je crois que c'est une de tes plus grosses aussi. Ouais, moi j'ai 3 actions, bah, c'est ma plus grosse position. J'ai 2000 euros en valeur dessus. Et bah, je suis dans le négatif là en ce moment. Et je l'ai acheté à 687 euros de PRU. Et j'ai 3 actions. Donc c'est quasiment une de mes plus grosses positions. C'est ma plus grosse position. Juste derrière. Non, il y a Alphabet et après il y a Alphabet et après il y a LVMH. Hmm. Bah d'ailleurs, Ceux qui sont, ceux qui ont une position LVMH en positif, vous devez être très rare. Dites-nous en commentaire à combien est-ce que vous l'avez acheté, parce que franchement, avoir une position en positif sur LVMH ces derniers temps, ça devient très compliqué. Ah ouais, en tout cas, faut être actionnaire depuis un petit moment. C'est clair. Ou l'avoir acheté vraiment pile au bon moment le mois dernier, quoi. C'est clair. C'est T'avais une clair. fenêtre de une semaine, même pas, pour te positionner. Alors Hugo, tu veux qu'on commence par la présentation de l'entreprise? Ouais, tout à fait. On peut, je pense rapidement faire un point historique avant de parler du business model. Bon, je pense que vous connaissez un peu tous l'histoire d'LVMH, mais pour résumer, donc c'est une société française qui est dans la consommation discrétionnaire. Attends, je vais mettre mes notes sur cet écran, c'est plus simple. Voilà. Qui est dans la consommation discrétionnaire, donc c'est-à-dire la consommation cyclique entre guillemets, avec une capitalisation de 313 milliards d'euros, soit la deuxième en Europe, je crois. Derrière ASML, il me semble. Ah non, ASML est derrière. Non, je crois que c'est Il Novo y a Novo Nordisk Nordisk, qui est. je crois, devant. Non, je crois qu'elle est Ouais. passée top. Elle est passée même top 4 parce qu'il y a SAP. euh, Ah bon? il y a SAP qui est SAP, passé devant de mémoire. SAP. Non, elle a 272 milliards. ASML, elle a 265 milliards. Mais je crois que c'est Novo Nordisk la première capitalisation en Europe parce qu'elle a Ok. 2,67 milliards de couronnes suédoises. Si on prend DKK euros, couronne suédoise, ça fait 360 milliards. Donc ouais, c'est Novo Nordisk la première capitalisation. Donc LVMH est deuxième.
Euh, et forcément, vu qu'elle est européenne et française, elle est éligible au PEA et elle verse un dividende d'environ 2%. Elle a été créée en 1987, non pas par Bernard Arnault, mais par Alain Chevalier et Henri Racamier, donc les dirigeants respectifs de Moet Hennessy et de Louis Vuitton. D'ailleurs, c'est ce que ça veut dire LVMH, ça veut dire Louis Vuitton, Moet Hennessy. Et en fait, de 87 à 89, Bernard Arnault, qui était déjà actionnaire de Christian Dior à l'époque, enfin même propriétaire de Christian Dior à l'époque, et notamment de Céline et d'autres marques, commence à prendre position et à racheter massivement des parts du groupe LVMH après le crack de 87, qui a donc fait baisser le cours de l'action. Et en 88, donc il prend 25% de possession de la société, et il finit donc en 89 par évincer les deux anciens propriétaires en prenant des parts majoritaires, notamment parce que les deux anciens propriétaires n'arrivaient pas à s'entendre sur la stratégie du groupe LVMH. Et du coup, Bernard Arnault en a profité pour racheter des parts un peu à tout le monde et prendre possession du groupe LVMH via sa société de holding Christian Dior. Mais ça, on va en reparler quand on va parler de l'actionnariat. On peut également noter qu'entre 90 et 2017, on a eu plein de rachats de marques diverses avec une expansion à l'international, donc avec Guerlain, Tag Heuer, Hublot, Bulgari, Berluti, Loro Piana, Fenty, enfin il y en a plein, on pourra en reparler dans la section marque. En 2019 également, on peut noter le plus gros rachat du groupe, à savoir Tiffany & Co, donc la marque de bijoux new-yorkaise, pour 16,2 milliards de dollars. Donc d'ailleurs, LVMH a réussi à avoir un prix à peu près correct, même si ça reste cher, justement grâce au Covid, il me semble. Donc voilà, grosso modo pour l'histoire d'LVMH. Est-ce que tu as des choses à rajouter à ce niveau-là ? Il n'y avait pas encore le Covid quand il l'a acheté. Je crois qu'ils ont finalisé le rachat en Ah ouais? 2020 et que du coup, ouais, j'ai lu comme quoi Ok, ils avaient réussi à renégocier un peu les prix grâce à ça, justement. ok. Ouais, parce que je sais qu'il l'avait acheté quand même pas donné nos... Il était pas bradé, on va Hmm. dire, mais c'était Ouais, pas un pari, c'est pas un il fait pas des paris, mais bon, il y avait quand même une grosse part de risque, quoi, avec un achat à ce prix-là. tout à fait. Euh, Non, non, bah t'as bien résumé l'histoire. On passe au business model, comment LVMH gagne de l'argent. Vas-y. Alors, donc LVMH, c'est un conglomérat du luxe précisément. LVMH, c'est 75 maisons ou marques qui appartiennent donc à LVMH. Ces 75 maisons, elles sont spécialisées et elles sont reconnues dans, dans 5 très très grands secteurs du luxe. On parlera après des différents segments. Segment, ouais, ouais, ouais. Ouais, ok. Donc, comment LVMH gagne de l'argent? Bah déjà, c'est un conglomérat, donc un peu à la même, enfin, le même système que Berkshire Hathaway. Il va collecter les revenus de ces sociétés, donc Tag Heuer, Hublot, Le Bon Marché, Sephora. Il va essayer de diversifier ses activités pour réduire le risque et toucher plus de clients. Donc diversification des activités, on va le voir juste après, mais notamment des parts en Formule 1, etc. Vraiment, il ratisse large. Et comme tu l'as dit dans l'histoire, en faisant des acquisitions d'autres acteurs. Il avait acheté Bulgari en 2011 de mémoire, et il a acheté ensuite Tiffany pour les deux plus grosses acquisitions. En ayant ces 75 maisons, ça permet au groupe, au conglomérat, de réaliser des synergies entre les filiales. Ça veut dire, en gros, s'il y a une filiale qui se porte pas très bien, eh ben, il va prendre de l'argent d'ailleurs. Par exemple, je sais pas, Tag Heuer se porte pas très bien, il va prendre de l'argent de Louis Vuitton pour l'injecter dans Tag Heuer. Ça va être aussi des synergies, par exemple pour la fabrication, ça peut être une usine qui est spécialisée. Alors je dis au hasard, mais faut prendre ça comme un exemple. Mais tu vois, il va y avoir une usine, je sais pas, de l'Oro Piana en Italie. Et ben il va faire du Fendi dans la même usine aussi, tu vois. Et tout ça, ça permet donc les économies d'échelle. Bref, c'est des synergies. Voilà, c'était le business model. Tu veux compléter ou pas? Non, effectivement, t'as à peu près tout dit. Donc, conglomérat du luxe avec pas mal de marques différentes, notamment des marques prestigieuses, hein. Il y en a certaines qui sont qui sont centenaires, plus de centenaires.
On peut également noter qu'ils maîtrisent l'intégralité de la chaîne de valeur, donc de la production à la distribution, hein. C'est vraiment un conglomérat qui gère toute la chaîne. Il n'y a pas de sous-traitance comme Nike par exemple qui sous-traite qui sous-traite la fabrication de ses produits. Là ils font tout en interne. Donc avec forcément une position haut de gamme, des prix très élevés, beaucoup d'exclusivité. Enfin, ça dépend des marques parce qu'il y a des marques plus ou moins haut de gamme. Tu vois, t'as Sephora dans le lot par exemple, c'est pas du haut de gamme, Sephora. On peut noter aussi un fort accent sur l'innovation et la créativité avec beaucoup d'investissements dans la recherche mais aussi dans l'art, avec la fondation Louis Vuitton par exemple, qui est au Bois de Boulogne il me semble. Ouais, c'est ça. Et voilà, forte expansion à l'international, notamment depuis les années 2000, notamment en Asie et en Chine, et un gros focus sur les acquisitions de marques, avec comme tu as cité Berluti, Berluti c'était il y a beaucoup plus longtemps, mais Bulgari, Tiffany dans les années 2010. Et récemment d'ailleurs, mais on pourra en reparler, Moncler et Pollen, même si ce sont des participations minoritaires et pas des Ouais. acquisitions à proprement parler. Mais c'est toujours de la Euh, diversification. Et puis, ouais. si Pollen vient à exploser, ce qui est probablement le cas, eh ben, il saura en tirer profit. T'es bien placé d'ailleurs toi pour nous parler de Pollen. Putain, laisse tomber. Oh. Ah, c'était le cadeau pour la, bah, j'allais dire la petite. Non, faut pas dire. Mais bon, c'est dit de toute façon. Non, non, mais c'était le cadeau d'anniversaire de madame. Donc voilà, j'ai fait mes 1 heure de queue d'attente sur Paris la semaine dernière. C'était génial, un samedi, il faisait beau, on était enfermés, on est allé au bon marché parce qu'il y a un stand qui est sur Paris, pas loin de pas loin de Rivoli, mais laisse tomber, une queue d'1 heure et demie, au moins 1 heure et demie, et les gens s'étaient blindés. En fait, ouais, t'as l'impression qu'ils contrôlent même enfin, ils contrôlent la rareté, tu vois, avec des produits qui vont pas être présents. Il y a des tourniquets tellement il y a du monde, t'as l'impression d'être à Disney. Wow. Et donc voilà, j'ai fait mes 1 heure de queue. Elle a eu le pollen, c'est la marque à la mode du moment. Voilà. Certains même disent, j'ai entendu, j'ai entendu, qui disaient, oui, pollen, c'est potentiellement de l'investissement. Alors, je pense pas du tout, mais il y en a même qui disent que ce serait de l'investissement. Je parle des femmes qui disent ça en grande majorité, parce que quand j'en parle avec ma mère, elle me dit, ah non, mais je pense que je vais acheter un pollen parce que il y a moyen d'investir avec ce sac. Non, 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 t'investis pas. Il y a que Achète des Birkin et actions Hermès qui LVMH. vont. Ouais, je Ouais, te c'est jure. clair. Mais c'est comme Euh, bon, c'est un peu différent, mais comme les gens qui achètent des montres pour investir entre guillemets. Ah, si oui, c'est des achats passion, mais bon, t'achètes pas un tu Birkin, t'achètes pas un pollen pour investir, quoi. C'est pas un sac à 400 balles non, mais qui va, comme qui une va prendre montre 1000 ou 2000 en euros. vrai, entre nous, tu te rassures quand tu dis que t'achètes une montre pour investir. Tu te rassures, c'est un achat passion avant tout. Oui, c'est un achat passion avant tout. En fait, c'est un achat passion avant tout qui, dans le temps, théoriquement, ne te fait pas perdre d'argent. Mais après, de là C'est à ça. investir dans les montres, j'irai pas jusqu'à là. Je pense que c'est juste un achat, pour le coup, un des rares achats avec certaines voitures, certaines Porsche Hmm. notamment, je pense, Ou qui, l'art. en les achetant, tu sais que si tu les revends, voilà, t'en auras profité et à la suite, euh, voilà, tu peux en tout cas rentrer dans tes frais. Chose que si tu achètes une Renault Zoé neuve, t'es mort, quoi. C'est clair. Mais ouais, effectivement, donc Pollen apparemment en ce moment, les meufs Ça adorent. cartonne. Voilà, ça cartonne, donc Ça cartonne. plutôt positif que LVMH se positionne dessus. Est-ce que tu veux nous parler un C'est peu des clair. segments d'LVMH d'ailleurs? Alors le premier segment pour LVMH, son principal, qui va représenter un peu moins de 50% de son chiffre d'affaires, c'est la mode et la maroquinerie. Donc c'est son segment le plus important. Et là, forcément, vous allez retrouver les actions bien connues, Dior, Louis Vuitton, Céline, comme tu l'as cité tout à l'heure. Voilà. La mode et la maroquinerie, ça va être essentiellement des vêtements, des accessoires, les porte-clés, même Louis Vuitton, etc. Euh, Tout le monde en raffole, tout le monde en veut. C'est vraiment le cheval de combat d'LVMH. C'est par la mode et la maroquinerie. euh,
C'est par l'essor de la mode et la maroquinerie que LVMH a pu en arriver jusqu'à là et a pu se diversifier sur d'autres segments notamment. Parce qu'on va retrouver aussi, comment dire, on va retrouver Berluti, enfin que des marques de renom. Donc Mm. c'est vraiment la mode et la maroquinerie qui représentent 50, un peu moins de 50% de notre chiffre d'affaires et qui drive la croissance d'LVMH. Après, on va retrouver le vin et spiritueux avec à peu près 9%, entre 9 et 10% de son chiffre d'affaires. Donc là, vin et spiritueux, c'est Dom Pérignon, c'est Moët et Chandon, c'est Hennessy, les cognacs. Là aussi, c'est un segment. Alors, en ce moment, il se porte pas très bien, forcément, Non. avec des droits de douane, etc. Mais on en reparlera un peu après quand on fera l'analyse faute. Mais voilà, c'est un segment qui est un peu en difficulté aujourd'hui, avec un problème de stock notamment. Mais il y a quand même des produits d'exception et de grandes maisons comme Hennessy peuvent rentrer directement en concurrence avec, par exemple, des Rémy Martin, qui eux sont normalement la maison mondiale du cognac, tu vois. Donc c'est vraiment des marques très fortes qu'il a en portefeuille. Ensuite, on va retrouver donc le parfum et les cosmétiques à peu près 8,5% du chiffre d'affaires. Donc là, parfum et cosmétiques, ça va être Dior, forcément, Givenchy, Fenty Beauty. Alors en France, Fenty Beauty, on connaît moins, mais après vous allez retrouver Guerlain, qui est vraiment connu. Euh, voilà, après on va retrouver la montre et la joaillerie, avec notamment ces marques comme Tag Heuer, Bulgari, Chaumet. Chaumet où c'est vraiment l'excellence horlogère, mais aussi les pièces artistiques avec beaucoup de diamants, etc. Donc il y a quand même, c'est de la haute horlogerie hein, qu'il a en portefeuille. On n'est pas sur du Swatch ou des montres un peu en deçà. Là c'est vraiment, il opte toujours pour du luxe, les meilleures marques, les meilleures technologies, les meilleurs, comment dire, ouais, les meilleures sociétés, quoi. On le voit, Tag Heuer, Bulgari, Chaumet. Ensuite, forcément, avec une part quand même substantielle, on va retrouver la distribution sélective, avec notamment les marques donc de Sephora et Le Bon Marché. Alors, Le Bon Marché, je pense que vous connaissez tous à peu près, et Sephora, ça c'est sûr que vous connaissez, parce que vu le monde qu'il y a dans ces boutiques, tu peux y aller même un mardi après, mais elle est blindée cette boutique. Il y a que des femmes. Et une dépense, mais tu vois, personne ne part de chez Sephora. C'est comme à Ikea. Tu vas à Ikea, tu dépenses de l'argent. Tu vas chez Sephora, elles ressortent avec un masque, une connerie à 2, 3 euros, un truc, je sais pas, la fontaine de Jouvence. C'est impressionnant, cette marque vraiment. Et je pense que c'est vraiment un des prochains moteurs de croissance de enfin, de LVMH, parce que D'ailleurs, cette marque, c'est le segment qui croît le plus vite, hein. c'est le segment qui croît le plus vite, ouais, parce que même en phase de crise, de récession, il y a le fameux effet rouge à lèvres. Euh, Peut-être on l'abordera dans la vidéo, mais en gros, les gens, ils ont pas d'argent, donc ils vont aller baver devant les vitrines de Louis Vuitton. Mais voilà, ils veulent quand même dépenser. Il y a cette volonté de dépenser, donc ils vont se résigner sur, par exemple, Louis Vuitton. Au lieu d'acheter le sac, ils vont acheter le porte-clés. Le porte-clés, ça coûte 200, 250 euros. C'est à peu près abordable pour tout le monde. Mais il y a toujours ce truc il faut que je dépense. Il faut pas que je parte sans rien. Euh, je veux du Louis Vuitton. Alors qu'on est bien d'accord que bon, le porte-clés Louis Vuitton, voilà, il y a pas de rareté, tu vois, il est fait en 800 milliards d'exemplaires année, voilà. Mais voilà, on a une petite histoire de Louis Vuitton, on a la marque Louis Vuitton pour 200 balles. Pareil chez Sephora, tu vois, les parfums, je sais pas, t'es en phase de récession, etc. Les gens ont de moins en moins d'argent. Au lieu d'acheter des parfums qui coûtent facile 100 euros l'unité, eh ben, ils vont aller acheter des petits masques à 5, 10, 15 euros pour la peau, une crème, je sais pas, qui te rendra plus belle, que tu peux pas vieillir, etc. Et voilà, et tout ça, c'est vraiment, et c'est pour ça que moi, Sephora, j'adore cette marque parce que enfin, bon, j'ai l'exemple même à la maison, tu vois, tu l'emmènes à Sephora, t'es ruiné. Tu vois, il y a toujours ce truc voilà, ce produit, je l'ai pas, il est révolutionnaire. Bon, voilà, vous connaissez la musique. Et en fait, à la fin, tu ressors, tu as dépensé de l'argent. Tu vois, donc, c'est des plus petites marges, mais
c'est de l'argent qui sort en phase de crise, en phase de hausse, bref, ça sort tout le temps. Voilà. Tout à fait. Tu veux compléter un peu sur les segments ou tu veux passer aux marques, un peu Non, les présenter, les principales? je pense que t'as tout dit. Effectivement, on peut passer aux marques. On vous mettra à l'écran pour ceux qui écoutent sur YouTube. On vous mettra le schéma qui représente tout le conglomérat avec toutes les marques que possède LVMH. Mais parmi les plus connus, on peut citer donc Louis Vuitton, qui est vraiment la marque phare d'LVMH. Ensuite, on a Christian Dior, qui est une des marques les plus prestigieuses, notamment pour sa haute couture, mais elle est surtout maintenant connue pour ses parfums et sa cosmétique. C'est une des marques qui cartonne le plus dans les Sephora d'ailleurs. Moët et Chandon, donc maison historique dans le Champagne, mais on peut citer aussi Ruinart et Dom Pérignon dans le portefeuille Champagne de LVMH. Bref, On a Clicquot aussi. MC, Veuve Clicquot aussi, qui est un peu plus abordable, je crois, Veuve Clicquot. Ouais, Euh, plus abordable. À peu près le même style que Moët et Chandon. Alors, je hmm. préfère Moët et Chandon, mais surtout le 2015, mais non, bref, on va pas commencer. Mais en tout cas, si vous êtes à côté de Reims ou si vous avez l'opportunité de passer à Reims pour avoir fait quasiment toutes les caves là-bas, franchement, faites Moët et Chandon, c'est vraiment super sympa à faire leur cave. T'as 300 km de galerie, c'est énorme, hein, c'est Ah énorme. ouais. C'est un véritable emmental de trucs. T'as des trous de partout, etc. Et tu vois des caves et des caves, des remplis de Dom Pérignon, de Moët et Chandon. C'est vraiment impressionnant. Et à la fin, t'as la petite dégustation. Et nous, il nous avait fait déguster le Moët et Chandon de 2015. Il était un peu toasté. Enfin bref, faut pas commencer à parler de vin, mais franchement, les amis, si vous passez vers Reims, ça vaut le détour. J'avais fait ça avec madame et ça lui avait bien plu. Voilà, c'était le petit tips voyage. Tout à fait. Ensuite, on retrouve Hennessy, t'en as un peu parlé, dans le cognac, qui est d'ailleurs leader mondial hein, dans le cognac, qui s'exporte très bien à l'international, parce qu'il faut savoir que, bizarrement, en France, on boit pas de cognac, alors que le monde entier boit du cognac. On doit être C'est le vrai. seul pays à ne pas énormément boire de cognac, alors que c'est super bon, le cognac. Ouais, j'adore. La prochaine fois que vous cherchez un bon digestif, essayez de prendre un cognac, c'est vraiment très sympa. C'est Ensuite, on a clair. Bulgari, voilà, marque italienne de joaillerie, horlogerie, place Vendôme à Paris, hein, grosse boutique. Tag Heuer, pareil, mais surtout dans les montres, notamment avec un héritage sportif très lié à la Formule 1 et je crois, mince, À comment il Monaco, s'appelle Ouais, et Steve McQueen. Steve McQueen, voilà, merci. Ensuite, Sephora, donc t'en as parlé, donc la chaîne de distribution et de cosmétiques. Donc Sephora, un aimant Afrique en fait, hein, comme tu l'as dit. Tu vas dedans avec madame, elle achètera forcément quelque chose, un truc pour se maquiller, un vernis, un rouge à lèvres, une crème, un truc à la con. Givenchy, donc création, enfin surtout de mode et parfum, Givenchy, Céline, surtout de la mode, et Guerlain, notamment connu pour ses parfums et cosmétiques, mais surtout pour ses parfums Guerlain. Voilà, grosso modo, D'ailleurs, c'est vous les 10 avez, marques les plus ouais. importantes. D'ailleurs, pour Guerlain, vous avez la boutique emblématique un peu aux Champs-Élysées et c'est vraiment sympa parce que si vous descendez en bas, enfin forcément on descend en bas, mais si vous descendez, vous avez toute l'histoire un peu de Guerlain avec qui s'est parfumé, enfin que des gens de la haute. Et pour le coup c'est intéressant, hein, franchement, et vous voyez même les anciens flacons à l'ancienne. Donc voilà, si vous passez aux Champs-Élysées, passez par Guerlain au lieu d'aller chez Sephora. Effectivement, et puis si vous êtes curieux, hein, vous avez aussi rue de la Paix, donc comme on a dit Bulgarie, mais je crois qu'il y a Tiffany aussi, il me semble, enfin, rue de la Paix, qu'est-ce que je raconte? Place Vendôme. Non, ouais. Tiffany, je crois que c'est Place Vendôme aussi, donc c'est toujours intéressant d'aller jeter un œil pour voir un peu ce qui se fait. C'est assez impressionnant hein, les créations, mais les prix surtout sont. Moi, la première fois que je suis passé devant la boutique c'est Tiffany et que j'ai regardé les prix, je me suis dit waouh, je m'attendais pas à ce que ce soit autant. Ah, c'est un truc de fou. C'est des milliers et des milliers et des milliers d'euros. Ouais, ouais, c'est pas donné.
Mais bref, voilà, donc pour les marques principales, mais bon, en fait, c'est un peu l'avantage d'LVMH, hein, c'est que c'est un conglomérat qui possède des marques qu'on connaît tous et on a déjà tous, à un moment donné dans notre vie, acheté un des produits d'LVMH. Notamment, je pense que vous avez tous à peu près déjà acheté un parfum dans votre vie chez Sephora, par exemple. Donc voilà, c'est une société qui est assez terre à terre et facile à analyser dans ce sens-là, puisque c'est vraiment une société qu'on comprend, tu vois, un peu à l'image de Nike dont on a pu parler la dernière fois. C'est beaucoup plus tangible comme business model Ouais, que Applied Materials, par exemple. c'est clair. Euh, on passe au management. Ok. Alors, on passe au management. Donc, au poste de PDG, président directeur général, on va retrouver Bernard Arnault, donc notre serial milliardaire français, qui est PDG donc depuis 1989. Ça fait donc 35 ans qu'il est aux commandes de Louis Vuitton. Alors, est-ce qu'on peut dire que le management est compétent? Il n'y a qu'à regarder le cours de l'action depuis 1989 et je pense que vous aurez votre réponse. Une très bonne chose, c'est que toute la famille elle est au board. Il a vraiment mis tous ses enfants à des postes clés, notamment son fils qui a été directeur général de Berluti. Maintenant, il est passé dans une autre maison. Voilà, vraiment, il a mis tout le groupe. Je sais alors, ouais, son comptable, j'adore aussi. C'est Jean-Jacques Guilloni de mémoire. Donc, il a fait HEC. Jean-Jacques Guilloni, oui, il a fait HEC. C'est un vieux de la vieille, hein. Il est passé par les plus gros cabinets, Lazare, Merrill Lynch, et il a rejoint LVMH en 2003. Donc ça fait un paquet de temps qu'il est là-bas aussi. C'est, on va dire, le bras droit, la personne de confiance de Bernard Arnault. Et je crois que c'est sa dernière année, hein, parce que il va être remplacé. Justement, ils sont en train de faire la passation de Jean-Jacques Ah Guilloni ouais. avec quelqu'un. Oui, je crois justement que c'était sa dernière année. Il part en retraite, j'ai envie de dire, mais ouais, à mon avis, il va partir. Voilà, donc il a mis vraiment toute la famille au board avec des postes clés, toute sa famille, notamment ses fils qui sont, voilà, directeur général de Berluti, de Tiger de mémoire aussi. Voilà, toute la famille est au board. Le groupe familial Arnaud, ça compte 5 enfants. C'est très fort, hein, non, je vais pas dire de l'actionnariat, on en parle juste après de l'actionnariat. Ouais. Ouais, ok, bon bah voilà, j'ai ça en management. Donc PDG Bernard Arnault, Jean-Jacques Guilloni, le chef comptable, enfin le DAF, hein, le directeur administratif et financier. Bernard Arnault depuis 89, donc 35 ans à la tête, et Jean-Jacques Guilloni qui est là depuis aussi quasiment les débuts, depuis 2003. Ouais, effectivement, on peut rajouter également sur Bernard Arnault qu'il a fait, lui, il a fait Polytechnique. Oui, Euh, et il a fait ses débuts, alors ça je savais pas, j'ai regardé sur Wikipédia, il a fait ses débuts dans l'entreprise de BTP familiale. Donc en fait, son père avait une entreprise de BTP donc qui s'appelait Ferré Savinel. Donc il a fait ses premières armes là-dedans avant de prendre possession de la financière Agache en 1984 et notamment prise de possession de Christian Dior par la même occasion. Et ensuite, donc c'est en 89 qu'il prend possession d'LVMH via sa holding, donc via Christian Dior. Et il est aussi grand croix de la Légion d'honneur et commandeur des arts et des lettres. eh Ok. ben avec ça, Jean-Jacques Guiony, on peut noter qu'il a fait ses débuts, donc diplômé d'HEC comme tu l'as dit, il a fait ses débuts à la BNP, puis Merrill Lynch et Lazare. Donc il a rejoint en 2003. Il est aussi CEO de la Samaritaine, Jean-Jacques Guiony, en plus de CFO. d'accord, Et ok. il est également chevalier de la Légion d'honneur. Donc, gros board hein, chez LVMH. C'est du gros On truc, a ouais, c'est clair. Nicolas Bazir également qui a un poste assez clé puisqu'il est chargé du développement et des acquisitions depuis 99 et il est aussi également auditeur public de la Cour des comptes. Bon alors visiblement il fait pas un bon boulot parce que je sais pas ce qu'ils foutent à En la fait, Cour des comptes. juste pour rebondir sur ce que tu dis, la Cour des comptes, en gros, chaque année, elle va évaluer le budget de l'État. Et en fait, la Cour des comptes, ce sont que des masterclass, tu vois. Genre là-bas, enfin, la comptabilité, ils y arrivent, tu vois. Et la Cour des comptes publie le rapport de la Cour des comptes chaque année, sauf que
quand la Cour des comptes donne... Et en fait, c'est mon frère qui est comptable qui m'expliquait ça. Dans le dossier, donc il fait, je sais pas combien de milliers de pages, hein, c'est le Nouveau Testament. Et en fait, il y a toutes les solutions, tous les plans à faire pour que l'État s'en sorte. La Cour des comptes donne ce fameux dossier à l'État et puis il se torche avec, en fait, l'État. C'est juste ça, tu vois. Mais vraiment, la Cour des comptes fait un travail optimal, vraiment très très bon, ils expliquent pourquoi il y a le trou de la Sécu, ils expliquent où va l'argent, parce que tout le monde sait où va l'argent, et, et en fait l'État n'en a absolument rien à foutre. Mais juste pour rebondir là-dessus, parce que moi aussi je pensais que la Cour des comptes foutait rien, mais non, en fait c'est vraiment l'État, le talon d'Achille, enfin c'est même plus le talon d'Achille, tu vois, là c'est le problème, quoi, tout simplement. Mais effectivement, donc voilà, intéressant de savoir que Nicolas Bazir est aussi auditeur de la Cour des comptes, mais il est aussi au conseil d'administration de Carrefour, de Suez et de Atos. Donc le mec est en place. Ouais. À savoir que Carrefour, c'est une des principales positions de Bernard Arnault. Bernard Ouais. Arnault, quand il a commencé, il a acheté du Carrefour. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ses actions ne valent quasiment plus rien parce que quand il a acheté Carrefour, il avait fait justement un mauvais pari. Il a été gros détenteur d'actions Carrefour. Mais il y a un paquet de temps, et si vous regardez l'action Carrefour aujourd'hui, elle vaut pas grand-chose par rapport au prix il l'a acheté. Donc c'était un mauvais move de sa part. Je pense qu'il doit retrouver ses billes avec les dividendes qui sont tombés au fur et à mesure des années, donc Ouais. il a quasiment jamais revendu. Mais en tout cas, il n'y a pas de plus-value, ça c'est quasiment sûr. Tout à À fait. savoir juste que c'est intéressant de savoir, Bernard Arnault, c'est pas j'ai envie de dire entre guillemets le dieu vivant de LVMH, parce qu'à savoir que toutes les marques du groupe sont gérées de façon indépendante entre guillemets, avec des directeurs généraux à la tête. Tu vois, contrairement à Elon Musk, qui va être le chef ultime chez Starlink, chez Tesla, chez partout en fait, où il va vraiment donner à chaque fois la décision. Voilà, faut faire ci, faut faire ci, faut faire ci. Et Bernard Arnault insiste vraiment sur le fait qu'il y a des directeurs généraux et ils s'occupent de leur société, voilà, ils s'occupent des modes, etc., de ce qu'il faut sortir, de comment il faut le sortir, de combien. Et vraiment, c'est ça un peu, je pense, la force, c'est que il y a l'organe de contrôle, LVMH au-dessus, mais qui va vraiment servir de contrôle et comment dire, la vision long terme et l'opérationnel. L'opérationnel va être décidé vraiment par maison, par les boards, voilà, des directeurs généraux de Louis Vuitton, de Guerlain, Mm. etc. Ouais, Et effectivement, ils ont un Bernard Arnault, en management fait, qui est vachement voilà, décentralisé, quoi. Ouais. il va pas venir interférer sur toutes les sociétés, ce qui est vraiment, je pense, une force, et de toute façon, ça se voit rien Mm. qu'à ces chiffres. Voilà. Tout à fait. Et pour clore sur le management, on peut parler de Delphine Arnault, donc la fille de Bernard Arnault, qui est directrice donc de Christian Dior Couture, euh, une des plus grosses maisons d'LVMH. Elle est également EVP, donc Executive Vice President de Louis Vuitton, et elle est également au board du conseil d'administration donc, de LVMH. Mais de toute façon, toute la famille, je crois qu'il a 5 enfants, Bernard Arnault, ils sont tous à des postes clés chez LVMH. Ouais. Et Delphine Arnault, elle est passée par McKinsey avant de rejoindre Christian Bon. Dior en 2001. Tiens, tiens, Euh, tiens. tiens. Voilà. Ok. Au niveau de l'actionnariat, il y a un peu deux lignes intéressantes chez LVMH. Le groupe familial Arnault, il compte donc les 5 enfants et ça représente 48,6% du capital et 60% des droits de vote. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a du skin in the game dans la boîte? Je pense que On oui. peut dire effectivement qu'il y a Euh, du skin in the game, en sachant qu'il y a 6,9% d'LVMH qui sont possédés en direct par la famille Arnault et 41,79% qui sont possédés via la société Christian Dior SE, qui possède elle-même 56% des droits de vote. Et Christian Dior SE, c'est détenu à 97,5% par la société financière Agache, dont on a parlé juste avant, qui est elle-même contrôlée par la société Agache SCA, qui est donc la holding contrôlée par Bernard Arnault. Et c'est au travers de cette dernière, donc de cette holding, que Bernard Arnault contrôle un peu tout l'empire, si on peut dire, mais également il possède via cette holding les journaux Les Échos, S'Investir et le Journal des Finances.
mais il possède aussi, donc comme tu l'as dit, 8,43% de Carrefour via cette société. Donc assez intéressant. Moi, j'ai été assez surpris quand j'ai vu Carrefour. Ouais. Je savais pas du tout. Ah, non, si j'avais vu ça, parce que justement, ça m'a fait rire cette position. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il allait se faire là-dedans, quoi? C'est n'importe quoi. C'est clair. Mais en tout cas, ouais, non, très intéressant. J'aimerais pas être le comptable, hein. Alors, pour gérer Ouais, tout ça, consolider les comptes de quel point, ça doit être impressionnant. Tu c'est veux clair. qu'on passe Au au marché? marché? Vas-y. Ouais, tu veux nous expliquer un peu le marché du luxe? Bah alors écoute, il n'y a pas énormément de stats hein, sur le marché, mais on Ah peut non. déjà dire qu'LVMH est présente dans le monde entier. On a 29% des ventes en Asie, 25% aux États-Unis, 17% en Europe hors France, 9% au Japon et 8% en France. Et on a 12% dans le reste du monde. Mais voilà, les statistiques sont assez difficiles à trouver sur les marchés des LVMH parce qu'en fait, t'as pas un marché pour LVMH, t'en as plein. Mais on arrive quand même à trouver des stats sur le marché qui s'appelle Global Luxury Goods Market. Et là, on a des chiffres. En fait, on a toujours des chiffres un peu différents. On n'a jamais un consensus. Ouais. Mais par exemple, on a Market US qui nous donne 3,8% de CAGR jusqu'en 2033. Donc CAGR, c'est le Compound Annual Growth Rate, donc le taux de croissance annualisé. On a donc Grandview Research qui nous donne 6,5% de CAGR jusqu'en 2030 pour le marché US. Et d'ailleurs, on vous mettra sûrement les screenshots à l'écran, mais celui de Grandview Research est assez bien foutu parce que on a les différents segments du luxe, donc apparels, perfume and cosmetics, watch, jewelry, footwear, etc. Et on a également Research and Markets qui nous donne 5,5% de CAGR jusqu'en 2030. Mais ici, donc c'est global, c'est pas que US. Donc voilà, on tourne entre 4 et 6% grosso modo de croissance du marché jusqu'en 2030 selon les prévisions. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai trouvé aussi, mais alors c'est pas exactement les mêmes chiffres parce que c'est vraiment compliqué. Moi, je me suis aidé de l'analyse. D'ailleurs, je vous recommande, elle est très simple à lire, elle est très complète, de Bain Capital. Bain comme un bain, Bain Capital. C'est vraiment très intéressant. Vous allez comprendre un peu tout le marché, les parts de marché du secteur dans lequel elle opère. Et j'avais vu aussi Luxury Daily où c'était pas mal et pareil. Euh, Forcément, ils mettent bien en avant que c'est un marché mature, hein, juste le marché du luxe, en comptant l'hôtellerie et les vins et spiritueux, c'est évalué à plus de 1500 milliards d'euros. Donc c'est quand même un sacré marché. J'avais noté comme quoi les parts de marché, enfin non, le marché du luxe c'est 383 milliards d'euros en 2023. Alors marché du luxe vraiment maroquinerie, etc. Comme tu as dit, une petite croissance de 4%. C'est un marché vraiment mature. Euh, Ensuite, oui, juste pour la cosmétique et les parfums, il y aurait une croissance un peu plus élevée. On en parlait juste avant avec Sephora, où c'est vraiment l'organe de croissance de LVMH, euh, où il y a une croissance prévue de 6,4% jusqu'en 2030. Donc voilà, c'est toujours intéressant à savoir. Ouais. En sachant que la croissance des Que... années 2010 est surtout venue de la Chine, hein, mais on aura l'occasion d'en reparler. Ce moteur de croissance est probablement Ouais, un peu en difficulté. mm, c'est Qu'est-ce que clair. tu peux nous dire sur les concurrents? Donc pour ce qui est des concurrents, alors juste avant, je vais vous dire les parts de marché que j'ai trouvées. Donc je Ah, crois t'as que j'ai réussi à trouvé les c'est trouver? sur bah ouais, sur Luxury Daily. D'accord. Apparemment. Donc LVMH, forcément, c'est le leader du luxe mondial, top 1, pole position. LVMH, c'est 26% des parts de marché. Ensuite, on va retrouver Kering à 8% et Richemont à 6% des parts de marché. C'est ce que j'ai trouvé. Alors, c'est à prendre avec des pincettes. Je vous conseille vraiment de vous faire vos propres recherches dessus. J'ai réussi à les trouver, mais j'en suis pas forcément sûr. Bon, je vous ai quand même dit pour montrer quand même la différence entre LVMH et Kering et Richemont, mais je pense que tu vois, ça inclut pas. En fait, là, ça vraiment inclut que les conglomérats, tu vois, parce que ça a pas inclus Hermès ou des marques comme tu sais des Hmm. Chanel qui sont non cotées. Ouais. Alors, pour vous présenter les concurrents. Donc on va retrouver Kering, Kering avec notamment ses deux marques phares, Gucci et Yves Saint Laurent, qui sont en ce moment dans de beaux draps, parce que Gucci en fait sa marque phare du groupe,
est en chute libre avec encore moins 25% de votes par rapport Waouh. à N-1. Là, c'est énorme, hein. Ils sont en train de se faire découper. C'est sorti juste cette semaine, leur annonce de résultats. Et en fait, le gros problème, c'est que Gucci représente la moitié du chiffre d'affaires de Kering. Donc vraiment, Kering est très très impacté à Gucci. Quand ça se porte bien, bah, c'est très bien, mais là en ce moment ça se porte vraiment pas bien du tout. Donc vous comprenez pourquoi Kering est dans de beaux draps. Il y a des problèmes d'image de marque, il y a des problèmes, il y a eu notamment des soldes qui auraient été faits en Chine ou aux États-Unis. Donc forcément là l'image de marque elle en prend un sacré coup. Et puis bon, faut dire ce qui est, en ce moment, les Chinois qui ont, c'est vrai, des appétences assez particulières en mode, après je suis pas là pour juger, mais en tout cas, ils ont une mode qui est très changeante. Et les Chinois, bah, l'aiment de moins en moins. Avant, ils voulaient du Gucci, ils voulaient que ça claque, ils voulaient des gros monogrammes de partout, etc. Maintenant, ils veulent des choses plutôt raffinées, des choses discrètes, plutôt à l'image de Hermès, par exemple, qui est en pleine expansion. Et qui se Bref, porte tout ça toujours pour vous très dire que bien c'est d'ailleurs, compliqué hein, pour Kering. Hermès, récemment, ils nous Ouais, ont encore non, mais c'est sorti 11% de croissance, alors que LVMH est dans les choux, Kering est dans les choux, Richemont, je sais pas. Mais Hermès, toujours au top. non, c'est vrai que franchement, ils s'en sortent, Ils ils sont s'en très sortent forts, hein. bien. Donc juste pour vous dire, donc Kering sur cette année, on est à moins 40% depuis le 1er janvier. Donc voilà, ceci explique cela. Et sinon, Richemont, donc là c'est le groupe suisse qui possède Cartier notamment et Van Ouais. Cleef Arpels. Donc là, il n'y a pas de gros problèmes majeurs, mais en fait, tu vois, Richemont, quand j'ai fouillé, quand j'ai bossé sur le deep dive, je me suis dit, bah en fait, elle est pas si mal que ça. Il n'y a pas de gros problèmes majeurs. En fait, c'est juste que c'est un peu mou, entre guillemets, tu vois. Il n'y Ah, a ils pas font pas de de perf. ouais, il n'y a pas de grosse acquisition, il n'y a pas de moteur de croissance, il n'y a pas forcément de diversification. C'est une marque qui est essentiellement portée par Cartier et Van Cleef. Après, en autre marque, on va pas retrouver grand-chose de Il y a très aussi connu. Enfin, Jaeger, en tout cas, enfin Jaeger, il y a aussi Jaeger, je sais jamais si on dit Jaeger ou Jaeger. C'est Jaeger le Jaeger Coult LeCoultre. aussi, et il y a Ouais, Piaget Jaeger. chez Richemont. Ok, donc ouais, tu vois, c'est principalement de l'horlogerie. Parce que Ouais. Cartier, ouais, Cartier, quand même, c'est une grosse part en horlogerie, C'est mais sympa, Cartier, moi j'aime beaucoup. ah, j'adore, moi. J'adore. Donc voilà, c'est vraiment c'est un groupe qui est un peu mou, je trouve, mais tu vois, son cours de bourse depuis le 1er janvier 2024, on est à plus 15%. Ah ouais, Donc, alors par contre, tu m- regardes sur 10 ans, c'est pas ça, hein. ouais, voilà. Donc, tu vois, cette année, c'est un bon millésime pour, euh, pour Richemont, parce que je pense qu'elle est beaucoup moins impactée. Alors là, je me suis pas penché à ce point-là en détail, mais je pense qu'elle est beaucoup moins impactée au marché asiatique que peut l'être Kering et Louis Vuitton. Ouais. Euh, C'est pour ça qu'elle performe, on va dire, assez bien cette année, comme Hermès Hmm. qui performe très bien aussi, parce que ce ne sont pas des boîtes qui sont ultra impactées au marché asiatique. Tu veux rebondir un peu sur les Bah, concurrents? effectivement, t'as parlé de Kering, t'as parlé de Richemont. Il y a aussi Hermès, hein, qu'on peut noter dans les concurrents, même si Hermès c'est pas un conglomérat, donc c'est différent. Ouais. Hermès c'est plutôt monomarque, hein. Hermès c'est vraiment centré sur Hermès. Mais Hermès c'est très fort, hein. C'est même plus fort qu'LVMH en termes de marge, en termes de croissance, en termes de retour sur capitaux et en termes de performance. On vous mettra à l'écran. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie dans l'application IQ Invest, c'est justement le fait de pouvoir comparer la performance d'une action par rapport à un indice, donc au S&P 500 comme c'était déjà le cas, mais aussi maintenant par rapport à ses concurrents. Donc on vous mettra le graphique de comparaison entre les 4 sociétés et le S&P 500 sur 10 ans et en total return, donc en prenant en compte les dividendes. On peut voir que Hermès est première de loin avec 25% de CAGR sur les 10 dernières années, suivi de LVMH avec 19%,
puis le S&P 500 avec 11,47% de CAGR en prenant en compte les dividendes sur les dernières années. Et ensuite, on a Richemont avec 7,74%, puis Kering qui ferme la marche. Et on voit que Kering, elle a vraiment décroché en fait depuis 2022, puisque vous voyez sur le graphique que Kering suivait à peu près les performances d'LVMH et d'Hermès depuis 2022. D'ailleurs, LVMH et Hermès se sont suivis en termes de performance jusqu'en 2023, où LVMH a commencé à chuter et Hermès a continué sa trajectoire. Et pareil, on voit clairement que Kering s'est effondré depuis 2022. Par contre, on voit sur le graphique aussi que quasiment constamment depuis 10 ans, Richemont sous-performe. Richemont est constamment en dessous du S&P 500. Donc vraiment, Richemont, c'est pas une société qui a des problèmes particuliers, c'est juste une société qui fait rien. Voilà. Richemont, c'est clairement pas terrible. C'est ce qui est un peu dommage parce que je trouve qu'elle se repose sur ses acquis, tu vois, elle pourrait. Mais, et c'est ça, je pense qu'il y a quand même de l'avenir, mais j'aurais plus tendance à parier sur Louis Vuitton parce qu'on sait, tu sais, Bernard Arnault quand même est plutôt, aime plutôt Richemont, tu vois, niveau du management et même niveau des marques. Donc c'est pas exclu qu'un jour, si ça se porte mal, je pense qu'à mon avis, il doit baver sur. Ouais. Ou même un rachat, tu vois. Bah, un rachat, ça me paraît gros, mais non, mais je peut-être pense une que petite prise de position, comme il a fait avec Moncler, tu ouais, vois, par ouais. exemple. Je C'est tout pense à que fait Bernard possible. Arnault, ce qui le fait rêver, c'est Cartier, parce que Cartier, c'est vraiment. Ouais, c'est fort Cartier. Bah, t'es au-dessus de tout niveau joaillerie, quasiment, je pense. La Santos Dumont or, Ouais, bracelet ouais. cuir, elle est incroyable. Ouais, ou même la bague, là, le love de Cartier, tu le vois partout, c'est l'emblématique, le clou, Même la leurs Santos alliances, elles Dumont. sont super belles. C'est leur bague de Moi, fiançailles, j'aime leurs beaucoup, hein. alliances, magnifiques. J'aime J'aime beaucoup beaucoup. aussi, ouais. Enfin bon. Donc Cartier très sympa, mais en termes de concurrence, voilà, le plus gros concurrent c'est Kering parce que Hermès est vraiment sur son segment à part. Moi je pense que les deux sont complémentaires. Tu vois, personnellement j'ai les deux en portefeuille. Je les vois pas comme des vrais concurrents. Elles sont dans le même secteur, mais c'est pas le même type d'entreprise. Alors que par contre Kering et Ah ouais. LVMH c'est vraiment deux entreprises quasiment identiques en termes de fonctionnement. C'est deux conglomérats du luxe qui possèdent plusieurs marques, qui rachètent des marques qui sont sur les mêmes segments, mais Kering est clairement en dessous par rapport à LVMH et ça se voit sur le cours de bourse. Voilà, globalement pour les C'est concurrents, est-ce clair. que tu avais quelque chose à rajouter? Non, non, Ok. absolument rien. Tu veux qu'on passe à la partie quantitative? Eh bah ouais, on peut passer à ça. Alors, l'analyse quantitative de Louis Vuitton, de LVMH. Putain, à chaque fois, je veux dire Louis Vuitton, non, c'est LVMH. Donc, elle est à 627 euros aujourd'hui. Niveau CAGR, elle a une performance. Alors, je vais mettre ça sur 10 ans, comme ça, on aura vraiment de l'historique. Donc, on a un CAGR sur 10 ans de 19,22% contre 11,47% sur le S&P 500. Donc, elle a une tendance vachement plus élevée que le S&P 500 à croître. Et elle a une linéarité qui est identique, une très bonne linéarité à 0,95. À 0,95. Que ce soit pour le S&P ou Louis Vuitton, ils ont la même linéarité. Et là, c'est un très bon point parce qu'on se rend compte que le S&P 500, a une très bonne linéarité avec 500 entreprises en portefeuille, j'ai envie de dire. Et tu vois, LVMH a la même linéarité avec les sociétés qu'elle a, les 75 maisons qu'elle a en portefeuille. Donc c'est vraiment, on peut dire, un petit ETF luxe. Enfin, c'est un ETF luxe, je pense vraiment à part entière, Louis Vuitton. Sinon, niveau rentabilité pour l'actionnaire, comment dire, les ratios sont vraiment beaux, sont en augmentation. Un ROIC sur 10 ans qui était à 10,95%, qui est passé à 13% cette année. Le RO, le Return on Equity, donc qu'est-ce qui fait de ses capitaux propres, quoi. De ses equity, on était sur 10 ans à 20,78%. Aujourd'hui, on est à quasiment 23. Il y a vraiment une belle croissance. Le chiffre d'affaires, on va en reparler juste après parce que sur 10 ans, on était à 11%, sur 5 ans, 14%, et là, ça a chuté. Alors, ça a chuté, mais attention, on va prendre des pincettes. LVMH n'est pas en déclin total. Il y a le marché asiatique, mais on en reparlera juste après, mais il y a aussi le phénomène Covid. Vous le savez, on l'a déjà expliqué, je pense, dans un des podcasts.
En 2020, il y avait le confinement, donc les gens, ils dépensaient pas, ils pouvaient pas dépenser, et puis ça servait à rien d'avoir du Louis Vuitton pour l'afficher dans son lit. Ensuite, en 2021, il y a eu un déconfinement progressif. Donc là, il fallait dépenser tout l'argent qu'on a mis de côté, parce que les gens, c'est comme ça, hein, ils sont pas dépensés pendant un an, il fallait tout dépenser quand ça a réouvert. Donc il y a eu une explosion des ventes avec des chiffres d'affaires records entre 2021 et 2023. Mais forcément, 2024, c'est pas un bon millésime. Le chiffre d'affaires est vraiment redescendu. C'est pas que Louis Vuitton, c'est pas que LVMH est en train de chuter, c'est juste qu'il y a un retour à la normale. Il y a d'autres problèmes qu'on évoquera juste après, mais voilà, c'est un retour à la normale, c'est pas une chute en soi du chiffre d'affaires. Sinon, les free cash flow, donc les free cash flow sont assez bons. On est sur 10 ans à 19,2%, sur l'année dernière, on était à 15%. Les marges, pour moi, les marges sont très bonnes aussi. Les marges sont très bonnes aussi, sont en croissance dans le temps, ce qui est plutôt un très bon point, avec une marge brute en 2014 de 64%, et là aujourd'hui on est à 68%. On peut prendre l'exemple de la marge opérationnelle qui était à de 18% il y a 10 ans, et aujourd'hui on est à 26%. Donc c'est une belle augmentation constante, avec une bonne linéarité. Les retours sur capitaux sont en augmentation globalement aussi dans le temps. Le seul bémol que je vais mettre sur LVMH, enfin c'est pas un bémol, mais c'est quelque chose où il faudra vraiment faire attention, c'est le niveau de dette sur EBITDA. Parce que ça a tendance à être pas élevé, on va pas dire là, mais voilà. C'est une société qui doit croître de façon organique, de façon externe, donc elle doit racheter des concurrents aussi pour croître. Forcément, racheter des concurrents, ça coûte cher, même très cher. Donc, il peut y avoir des niveaux de dette qui sont assez importants. Après Bernard Arnault, enfin après LVMH dégage tellement de cash que euh, il n'y a pas, je pense, grand intérêt de s'inquiéter. Mais par exemple, en 2020, on était à un niveau de dette de quasiment 3 de dette sur EBITDA, 2,86, mais on est quand même assez vite redescendu à 1,7 en 2023. Et puis forcément, en 2019, le niveau a vraiment augmenté parce qu'il y avait le rachat de Tiffany. Mais encore une fois, c'est pas inquiétant parce que ils ont racheté Tiffany, mais ils n'ont pas émis de nouvelles actions. Ils se sont pas non plus surendettés parce que c'est quand même une machine à cash, hein, une machine à cash. Rien que pour vous dire, en 2023, en free cash flow, on est à 10,5 milliards de générés, et en 2021, on était passé à 15 milliards de free cash flow. Donc c'est vraiment un beau bébé qui affiche de très beaux chiffres niveau quantitatif. C'est vraiment impressionnant. Vraiment, je vous invite à vous pencher dessus. Au niveau des dividendes, on se porte plutôt bien aussi, avec une croissance plutôt linéaire. Le dividende n'a jamais été coupé entre 2014 et 2023, il a même été augmenté. On était en 2014 à 3,23 euros, et aujourd'hui nous sommes à 14,31 euros. D'ailleurs, je pense que toi, Hugo, ouais, dis-moi. Alors techniquement, il a été coupé, enfin réduit pendant le Covid, mais c'est pas de la faute d'LVMH. Toutes les entreprises françaises étaient obligées de le faire. Ouais, ouais. D'ailleurs, je pense que, à mon avis, toi qui as LVMH en portefeuille, ça doit être celle qui doit te cracher le plus de dividendes. C'est comme Ouais, moi. clairement, c'est mon top 1 niveau dividende, mais c'est pas du tout mon top 1 niveau perf. On peut pas tout avoir. Tu veux compléter un peu sur l'analyse quantitative? C'est vrai que j'ai un peu Euh, parlé. Bah écoute, les seules choses que je peux rajouter, c'est que si on se met sur 30 ans, au niveau des revenus, on a une très très belle croissance avec globalement, on a eu que 3 années de baisse entre 2002 et 2003, entre 2008 et 2009, mais bon, c'était la crise financière, j'ai envie de dire, et entre 2019 et 2020, forcément en 2020 à cause du Covid, on a eu une année de baisse. Donc 3 années de baisse sur 30 ans, donc on est dans le positif de 90% du temps, c'est plutôt positif. Au niveau des marges, sur 30 ans, on a eu également une belle augmentation. Enfin, quand je dis 30 ans, c'est depuis 2021, donc c'est pas tout à fait 30 ans, mais c'est le max de données qu'on arrive à récupérer sur l'application. Donc depuis 2021, on a une marge brute qui est passée de 2001, pardon, une marge brute qui est passée de 61% à 68%, donc 7 points de marge en l'espace de 20 ans, donc c'est plutôt intéressant.
Pareil, la marge opérationnelle est passée de 12 à 26%, donc elle a plus que doublé la marge opérationnelle, et la marge free cash flow est passée de moins 3 à 12%, donc pareil, une belle augmentation de la marge free cash flow. Sur les retours sur capitaux, pareil, le ROIC par exemple est passé de 7,9% en 2001 à 15,2% en 2023, et les retours sur free cash flow sont passés de moins 2% à 9,7%. Pareil pour le ROE, on a eu une belle augmentation avec seulement 0,1% en 2001 contre 24% en 2023. Dividende par action, on a eu une seule année de baisse, c'est 2020. Au niveau des dettes sur EBITDA, on voit que la société s'est énormément désendettée entre 2001 et 2010, mais qu'on a eu une forte hausse en 2019 donc pour le rachat de Tiffany et en 2020 pour le Covid forcément, mais là on a retrouvé des niveaux à peu près corrects, autour des 1,2, 1,5. Et par contre, donc il n'y a pas de rachat d'actions pour LVMH, ça on peut le noter. C'est léger, ça a un peu diminué depuis 2021, mais c'est timide, c'est globalement pas une société qui se concentre sur les rachats d'actions. Et d'ailleurs, il y a très peu de sociétés européennes qui se concentrent sur les rachats d'actions. Les rachats d'actions, c'est vraiment un truc de société américaine. Vous verrez pas de société européenne avec une belle courbe décroissante des actions en circulation. Ça existe que aux States. Mais voilà, globalement, ce qu'on peut dire. L'analyse quantitative, pour moi, c'est très bon dans l'ensemble. Les seuls points à surveiller, forcément, c'est l'augmentation des capex. Si on regarde un peu les capex, ils ont fortement augmenté, passant à 42% en 2023. Mais historiquement, c'est à peu près des niveaux corrects, en sachant qu'ils avaient fortement diminué jusqu'à atteindre 17% en 2021, et ils sont passés de 17 à 42% en l'espace de 2 ans. C'est quand même une augmentation très rapide. Et pour moi, l'autre point à surveiller, c'est la croissance, forcément, puisque 2024, ça va être une année assez catastrophique en termes de croissance, avec pour l'instant, en tout cas, en year to date, donc c'est-à-dire de janvier à septembre, l'entreprise a fait 0% pile de croissance. Donc aucune croissance en 2024. C'est toujours mieux qu'une décroissance, mais voilà, il faut le noter. Et on a eu également une baisse des free cash flow par action de 2021 à 2023. Donc voilà, les free cash flow par action à surveiller également. Faut que ça retrouve la croissance. Voilà, donc globalement, ce que j'aurais à dire, c'est que CAPEX à surveiller, croissance à surveiller, mais une belle évolution des marges et une belle évolution des retours sur capitaux. Je pense que tu as bien résumé tout ça. Ouais, tu as bien résumé la situation. On passe à l'analyse fondamentale. Eh ben ouais, on peut passer à l'analyse SWOT, donc force, faiblesse, menace. Opportunité. Non, opportunité et menace. Ouais. Donc Tu veux c'est commencer? parti pour... tu veux commencer par l'analyse SWOT? Tu veux commencer par les Allez, forces? bah, De toute si façon, tu veux, je commence. je vais rebondir sur ce que tu dis. Non, mais effectivement, au niveau des forces, je pense qu'on va avoir à peu près les mêmes. Un portefeuille de marques iconiques, avec plus de 75 maisons, avec des marques très prestigieuses, diversification et présence globale sur tous les continents et dans 5 segments clés du luxe. Donc LVMH est diversifié géographiquement, mais aussi en termes de business et en termes de secteur de business, mais également aussi, elle est diversifiée en termes de niveau de luxe, avec du ultra luxe et du luxe abordable comme Sephora par exemple. On peut pas vraiment appeler Sephora du luxe, Sephora c'est un peu du faux luxe. Voilà, donc ça va du faux luxe à l'ultra Non, luxe. même pas. Honnêtement, je trouve même pas. Tu vois, Sephora, moi je trouve que c'est même pas du Mais c'est du faux premium. luxe dans le sens où t'as des marques de luxe comme Dior qui vendent des produits pas chers dedans. Oui, ouais. Non, parce que tu vois, la Mais marque Sephora en elle-même, ce qu'ils proposent, c'est du... Voilà, c'est... Mais oui, je suis d'accord. C'est du full luxe, du premium, on va dire. on a une maîtrise de la chaîne de valeur, puisque LVMH contrôle toute la chaîne de valeur, à l'inverse, par exemple, de Nike, qui sous-traite la fabrication. Ici, LVMH contrôle la production, la distribution, les ventes, ce qui assure donc une maîtrise de toute la chaîne et ce qui assure donc une qualité et une bonne expérience client. On a beaucoup d'innovation et de créativité.
notamment puisque le groupe investit dans la recherche, attire des designers, s'adapte aux tendances de marché, ce qui lui permet de rester plus attractif et pertinent que ses concurrents, notamment Kering, qui a fait beaucoup de faux pas avec Gucci, et LVMH investit aussi beaucoup dans tout ce qui va être mécénat artistique avec la fondation Louis Vuitton, ce qui contribue du coup à attirer des créateurs au sein du groupe. Ensuite, on a une forte présence en Asie, notamment en Chine, même si ça pose des problèmes récemment. Et on a un point très important que j'appelle, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça, hein, mais que j'ai appelé donc le soul in the game, donc c'est-à-dire de l'âme en jeu, ce qui est un peu différent du skin in the game. En fait, c'est deux notions qui sont un peu différentes. Le skin in the game, ça va être quand le management a de l'argent directement en jeu. Tu vois, du skin in the game, ça va être par exemple le management d'Evolution AB, où on a le CEO qui est un CEO nommé par mandat, hein, c'est pas le CEO fondateur, mais qui possède beaucoup de parts dans la société et qui donc va avoir du skin in the game parce qu'il a son propre patrimoine, son propre argent en jeu. Là, à l'inverse, on a du soul in the game, donc c'est encore plus puissant, puisque la famille Arnault est directement, alors elle n'est pas fondatrice d'LVMH, mais Bernard Arnault est chez LVMH depuis les années 80, c'est lui qui a propulsé LVMH sur le devant de la scène, c'est lui qui en a fait le conglomérat que c'est aujourd'hui, c'est son petit bébé, c'est une entreprise familiale et tous les membres de la famille sont impliqués dedans, donc on a vraiment un management qui est très impliqué et qui surtout va avoir tendance potentiellement à prendre de meilleures décisions et à prendre des décisions long terme pour le groupe et potentiellement à privilégier donc une croissance à long terme plutôt qu'une croissance court terme et donc peut-être avoir des moins bons résultats, tu vois, à court terme pour privilégier du coup la vision long terme et donc ne pas tout faire pour faire augmenter le cours de bourse sur le prochain trimestre par exemple. Voilà pour les forces, est-ce que t'en as... Non, non, t'as bien résumé. Pareil, hein, j'ai mis une position de leader. Il y avait des très belles parts de marché. Elles sont en croissance au fur et à mesure des années. On le voit notamment avec le ROIC. Alors là, je repars sur le quantitatif très rapidement, mais enfin, c'est un ratio qui permet de mesurer le retour sur les capitaux investis. Donc, en fait, la création de valeur générée par l'entreprise. Et quand tu vois que le ROIC en 2001, il était de 7,93, on est passé à 9,94 en 2012 et en 2023, on est passé à 15,28. Tu te rends bien compte que LVMH, tu lui donnes 1 euro, elle sait quoi faire de ces 1 euro, elle va pas te les plomber, elle va vraiment te les maximiser à leur paroxysme, vraiment comment dire, en faisant des choix, des décisions opérationnelles, stratégiques, etc., qui maximiseront de la valeur et qui permettront d'accroître leur position de leader sur le marché. Tu peux prendre l'exemple des maisons et des marques de premier plan, hein, selon leur secteur respectif. Louis Vuitton, Christian Dior, NSI. Sephora qui cartonne en ce moment à tout va. Il y a des marques, ils ont des marques de fou, hein. C'est une position de leader parce que vraiment, ils ont des marques exceptionnelles. Tu vois, Château d'Yquem, ça date de 1593. Le Dom Pérignon, ça date de 1668. Et Louis Vuitton de 1854. Il y a certaines marques qui existaient avant que l'Amérique soit découverte, tu vois. Donc, je pense qu'il y a moyen que ça cartonne encore pendant encore 100 ans, tu vois. Attends, du coup non. Parce que Quoi? 1492, la découverte de l'Amérique. Et la plus Oui, ancienne, c'est 1500. T'as dit quoi, 1584, Château d'Yquem? oui, mais parce que je l'ai pas cité, mais il y a le Clos Lambret. Le Clos Lambret, c'est 1300 et quelques, Ah, 1390. effectivement. Mais c'est vrai, je l'ai pas cité. Mais tu sais, quand je l'ai dit, je me suis dit, putain, mais j'ai oublié de mettre le Clos Lambret justement pour valider ce que je viens de dire. Non, 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 ça va. Je Bon sais que tu es très fort rattrapage. en histoire. Je sais que tu es très fort en histoire. Je sais que moi, j'adore l'histoire aussi. Donc, je fais attention à pas me faire taper. Tu as quand même fait un début de faille d'histoire, quand même. Oh, un début très, très bref. Donc, Mais voilà, ouais, non, excellente c'est fort. diversification. Excellente diversification. Il y a 7097 boutiques dans le monde entier. Donc, déjà, ça veut dire que ça pèse quand même. Il y en a 30% qui sont situés en Asie, donc c'est vraiment un marché ils n'ont pas le droit à l'erreur là-bas. Le chiffre d'affaires est quand même relativement bien réparti, même si ce sont des marchés matures, mais entre les Américains, les Européens et les Asiatiques, c'est quand même assez bien réparti dans l'ensemble. Et forcément, Tout comme à tu as fait. dit, bah, il y a un excellent management.
Il y a de belles synergies et voilà, c'est un ETF luxe, quoi, le bazar. Est-ce que tu veux nous parler des faiblesses? Alors, les faiblesses, bon, bah, comme vous connaissez, hein, s'il y a des forces, il y a forcément des faiblesses. Pour moi, ça va être la dépendance au marché asiatique. Tu vois, contrairement à Richemont et à Hermès qui vont être moins impactés, LVMH est quand même fortement impacté au marché économique chinois particulièrement, mais asiatique plus globalement. Sur les 9 premiers mois de l'année, c'est moins 38% de son chiffre d'affaires qui a été effectué là-bas, donc c'est pas top. C'est un marché qui est mature, mine de rien. La croissance forcément pourrait manquer dans le temps et d'ailleurs, ils ont même réduit, la taille de leur magasin situé alors je sais plus si c'est Shanghai ou Pékin, mais c'est un magasin en Chine et LVMH a décidé de revendre une partie, pour réduire les coûts de location et cetera, du local, qu'ils ont là-bas. Donc pour vous dire vraiment, c'est pas top en ce moment. La croissance en Chine, elle est en berne. Vous le savez, c'est mal parti pour la reprise, hein. Je l'attends pas demain la veille. On attend des plans de relance qui sont annoncés par le gouvernement, les fameux 150 milliards de dollars qui vont être réinjectés. Mais voilà, faut attendre que ça soit réinjecté, faut que ça soit bien utilisé. Euh, En Chine, enfin dans le marché asiatique, ce sont les très riches qui consomment, mais c'est aussi la classe moyenne qui vraiment gagne du pouvoir d'achat et qui est vraiment le vecteur de croissance, comment dire, des marques comme Louis Vuitton, Dior, etc. Donc il faut vraiment que ces 150 milliards bénéficient à cette classe moyenne aisée et pas forcément à, je sais pas, le secteur de l'immobilier. Enfin, c'est pas ceux dans l'immobilier qui vont consommer. Voilà, je pense que vous avez compris à peu près où je voulais en venir. Il y a une cyclicité du secteur aussi en principale faiblesse. Même si les riches consomment sans cesse, LVMH a quand même été impacté par le ralentissement de la demande, dû notamment à l'inflation, qui a quand même subsisté dans beaucoup de pays clés du groupe, comme bah, la Chine, l'Amérique ou même l'Europe, ce qui a fait que bah, forcément, plus il y a d'inflation, moins tu as envie de te faire plaisir à acheter des produits quand même de luxe avec des prix assez élevés. Et forcément, bah, il y a les crises géopolitiques comme le conflit à Gaza, en Ukraine, qui n'arrangent rien. Alors même si c'est pas la majorité de leurs chiffres d'affaires qui sont effectués dans ces zones-là, mais plus t'achètes du Louis Vuitton parce que t'es heureux. Si tu regardes le journal tous les jours et que tu vois qu'il y a le chômage, il y a de l'inflation, t'as la guerre de partout, bah forcément, je pense que t'as moins envie. Tu te couvres, t'as peur. Quand tu vois que certains on n'arrive pas à payer leur facture de gaz, de chauffage, d'eau, tout ce que tu veux, bah forcément, acheter du luxe à côté, tu te dis: «Est-ce que c'est forcément une bonne idée? Je vais plutôt mettre de côté» et cetera. Voilà, donc je pense que tout ça, ça peut influencer sur le mental des consommateurs. Et sinon, la principale faiblesse que j'ai vue quand même, c'est, la succession au poste de PDG. Tu vois? C'est flou. Bernard Arnault, faut pas oublier, hein, il a 75 ans. Donc il a dit qu'il restait, aux commandes à court terme, moyen terme, mais voilà, qui peut reprendre le flambeau? On le sait pas. On a des doutes sur sa fille, donc Delphine Arnault, mais c'est pas acté. Donc tant qu'on ne sait pas, beh, c'est toujours délicat parce que 75 ans, voilà, faut prévoir l'après. Donc bon, il l'a prévu, hein, c'est juste que nous, on n'est pas au courant. Mais voilà, pour moi, c'est la principale faiblesse, je pense, du groupe parce qu'on sait très bien que plus les générations passent, plus il y a de chances pour qu'il y ait une génération qui fout tout en l'air, quoi. Donc, bah, j'aimerais éviter faire partie d'être actionnaire quand cette génération arrivera. Ça dépend, il y a des fois où ça se passe bien, comme Hermès. Ah bah non, Hermès, ils se sont pris la tête justement. Hermès, à un Oui, mais ils moment, sont toujours. ils se sont pris la tête Oui, mais la famille est toujours à la tête et la société se porte très bien. parce que le gouvernement est arrivé dans le game en stoppant l'acquisition, enfin l'OPA hostile de Bernard Arnault. Il n'y aurait pas eu le gouvernement, Hermès serait dans LVMH. Tu vois? Non, Ah, c'est j'étais pas pour au ça qu'il courant faut de ça. vraiment faire attention, parce qu'ils peuvent très bien se faire disloquer au fur et à mesure, tu vois? Ils peuvent très bien se faire racheter plusieurs sociétés, jusqu'au jour où je sais pas, tu te fais racheter les Louis Vuitton, enfin, tu vois? Hmm. Hermès, il y a eu une croissance de dingue, mais Hermès, c'est une bataille, monstrueuse, entre les héritiers, entre les différents héritiers et quand Bernard Arnault a fait son OPA hostile, en prenant une grosse partie du capital,
bon, bah, si l'État n'était pas intervenu en calmant tout le monde et en resolidarisant les héritiers, bon, bah, honnêtement, Hermès, ça serait chez LVMH, hein. Faut Et qu'on par fasse un exemple, bah, deep dive même, sur Hermès. ouais, ouais, carrément, carrément. Et même le problème de succession chez L'Oréal, tu vois. L'Oréal, quand Madame Bettencourt voulait pas lâcher les pépettes et que sa fille voulait tout lui prendre, bon, bah, tu vois, ça, c'est toujours des trucs où c'est toujours touchy, hein, et tu peux avoir une entreprise de fou qui décide de la racheter au fur et à mesure, vu qu'il y a des problèmes de succession, de parts, etc. Bon, bref, à voir. En tout cas, moi, j'aimerais bien être Carrément. fixé sur qui est aux commandes, quoi. Ouais, effectivement. Voilà. Ouais, je pense que Tu tu as voulais dit compléter les choses? les points principaux. Moi, j'avais noté 2-3 trucs. Tu as dit la dépendance géographique. On peut aussi citer la dépendance à son segment mode et maroquinerie, qui représente à peu près 50% des ventes, mais également les prix élevés qui font que dans des situations économiques plus compliquées, bah, tu peux avoir une baisse de la demande pour les produits du luxe. La gestion des acquisitions qui est également complexe puisque LVMH pourrait faire des mauvaises acquisitions qu'elle n'arriverait pas à rentabiliser. Et puis ça nécessite des investissements importants, c'est souvent des sommes d'argent énormes, souvent acquises via de la dette. Donc ça peut vite mettre le groupe en difficulté si une acquisition se passe mal. Complexité organisationnelle également, puisqu'on a beaucoup de marques dans le groupe et un groupe qui est énorme, donc ça peut être complexe à gérer, même si le management décentralisé aide à ce niveau-là. Donc la succession, t'en as parlé. Pour moi, c'est un des points les plus importants aussi et une des grosses zones d'ombre sur LVMH. Et aussi la difficulté à garder les tendances, puisque bah, les modes, c'est des choses qui changent très vite. Et jusqu'à présent, LVMH a toujours réussi à rester à peu près à la pointe, mais elle n'est pas à l'abri d'un scénario Kering, tu vois, si elle fait un faux pas sur Louis Vuitton, par exemple, en Chine ou je sais pas, Ouais. elle n'est pas à l'abri d'un scénario Kering où tu as une de ces marques qui perd de l'attractivité dans une ou plusieurs zones géographiques en même temps, et là, c'est catastrophique, surtout vu sa dépendance à la mode et maroquinerie. Si jamais elle fait un faux pas dans ce segment-là, ça deviendrait très compliqué. C'est clair. Voilà. Tu peux enchaîner sur Ouais. les Au niveau opportunités? des, on a la, au niveau des opportunités, on a la croissance du luxe en Asie et aux États-Unis, même si la croissance du luxe en Asie a tendance à se calmer, notamment en Chine. On a toujours d'autres marchés potentiels, comme l'Asie du Sud-Est. Je sais que tu vois, t'as des pays comme le Vietnam, par exemple, qui sont extrêmement, qui sont un peu sur la même mentalité que les Chinois. Donc, c'est-à-dire, ils consomment beaucoup, ils sont beaucoup dans le paraître et dans posséder les grosses marques, les trucs avec les gros logos. Un peu comme le Moyen-Orient, tu vois, à Dubaï, des trucs comme ça. Euh, Pareil, l'Inde potentiellement, tu pourrais avoir un beau relais de croissance sur la classe moyenne indienne, même si classe moyenne indienne, ça fait longtemps qu'on nous dit ça peut être un beau relais de croissance, on attend toujours. Hein, c'est Moi, c'est comme pour ça, tu vois, j'ai arrêté de dire les marchés émergents. Tu vois, les marchés émergents, à chaque fois, je disais ça, les marchés émergents, mais en fait, tu te rends compte que, putain, s'ils non. devaient émerger, ils en seraient pas là, quoi. Digitalisation et e-commerce, ça peut tirer parti du développement des plateformes en ligne. Euh, L'expansion dans les marchés émergents, on en a un peu parlé. Il y a des marchés comme l'Afrique, l'Amérique latine ou le Moyen-Orient, même si vraiment j'ai encore du mal à voir comment ces marchés pourraient apporter de la croissance. Peut-être l'Amérique latine, mais tellement de difficultés dans Pas ces régions du l'Argentine. monde que ouais, voilà, c'est des régions qui sont compliquées. Acquisition de nouvelles marques, notamment récemment, on a eu des prises de participation dans Moncler et dans Pollen. Alors c'est des participations minoritaires, c'est pas des rachats, c'est pas des acquisitions, mais quand même c'est LVMH qui met des petites billes à droite à gauche et qui se renforce dans l'écosystème. Moi j'aimerais bien qu'LVMH rachète Cartier, mais bon c'est pas près d'arriver à mon avis. Déjà, s'il peut racheter Moncler, moi, ça me va. Ouais. Ouais. Et on peut noter donc les partenariats sportifs également, puisque récemment LVMH s'est lancé à corps perdu dans le sport, ce qu'elle n'avait jamais fait jusqu'à présent, avec donc les JO de Paris, mais également la F1. Elle est devenue partenaire officielle de la F1 pour une durée de 10 ans, et également récemment dans le football avec le rachat d'un club de Ligue 2, le Paris FC. Voilà pour les opportunités. Est-ce que t'en as d'autres, Jean?
Non, non, t'as bien dit, moi, deux principales opportunités que j'avais mises, donc c'est les acquisitions, hein, avec Kering qui se porte pas très bien, tu vois, ça peut donner des idées. Aussi. Ça peut donner des idées, tu vois, un petit, je sais pas, un petit truc où tu prends du Yves Saint Laurent, etc., ou même d'autres marques, hein, ils ont quand même beaucoup de marques, hein, Même Kering, hein. Jager, hein. Boucheron, etc. Comment? Jager. Ah, c'est chez Richemont, ça? Non, Jager, c'est chez Kering. Attends. Non, Je c'est sais plus, Richemont. tu me mets un doute là. Jager, oui, c'est Richemont, je dis n'importe quoi. En horlogerie, ils sont quasiment rien, Non, effectivement. Kering de mémoire. Voilà, donc pourquoi pas profiter un peu de Kering, voilà, en sachant que Bernard Arnault, bah, c'est un pro pour saisir les opportunités. Donc comme tu as dit, hein, il a pris une position minoritaire. Et il y a aussi donc le principal vecteur va être l'innovation, qui peut servir à diminuer le risque, hein. On le dit à chaque fois, c'est comme en bourse, il faut, pour diminuer le risque, se diversifier. Pas acheter 30 actions, hein, mais vous pouvez acheter, enfin bref, on va pas repartir là-dessus. Donc il a acheté enfin il achèterait bientôt potentiellement le Paris Football Club, un ligue, ouais c'est ça, c'est un club de Ligue 2 qui est en pleine expansion et je pense même, parce que en fait Red Bull rentrerait au capital par la suite et avec LVMH et Red Bull au capital, je pense que et de toute façon c'est leur objectif, c'est de monter l'équipe en Ligue des Champions. Ça j'en suis sûr parce que Red Bull, c'est ce qu'ils ont fait notamment avec Leipzig de mémoire en Allemagne. En gros, ils arrivent avec des milliards à injecter, ils rachètent tous les meilleurs joueurs, ils créent une équipe et l'équipe elle va en Ligue des Champions. Et ils font ça à chaque fois. Et puis, bah, comme tu as dit, c'est le début de la Formule 1 pour ces marques donc de Moët et Chandon, Louis Vuitton et Tag Heuer. Tag Heuer qui pourrait même remplacer Rolex lors des chronométrages. Tu vois, et ça serait une première. C'est les petits papiers que j'ai lus là pour préparer le podcast. Il parlerait même Intéressant. justement de Tag Heuer qui remplacerait Rolex. Donc ça serait vraiment Sachant que un Tiger scandale, j'ai envie de dire. a un fort histoire avec la F1, hein. Fort Ouais, bah ouais, historique. carrément. Ouais. Alors, tu veux nous parler des menaces? Bah, au niveau des menaces, moi j'en ai trois. T'as volatilité économique et risque géopolitique, donc avec notamment des crises économiques hein, qui pourraient fortement impacter les revenus des LVMH, comme c'est le cas actuellement en Chine. Moi personnellement, je suis pas convaincu du plan de relance de la Chine. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un coup d'épée dans l'eau en fait quand les plans de relance ça marche jamais. Pourquoi? Parce que c'est de l'impression monétaire. Donc en fait la Chine tout ce qu'elle va faire c'est qu'elle va créer de la monnaie, elle va l'injecter dans le système, mais elle va juste créer de l'inflation en faisant ça. Donc tu règles pas un problème en créant de l'inflation. Donc c'est un faux problème. Les relances monétaires ça marche pas vraiment. C'est une fausse croissance. Les relances monétaires, les créations monétaires, c'est de la croissance bidon. Et la Chine a des problèmes structurels qui sont profonds, puisque la Chine, déjà, c'est un pays communiste, faut le rappeler, je pense que c'est important à rappeler, et surtout, c'est un pays avec une population qui vieillit de plus en plus, notamment à cause de la politique de l'enfant unique qui avait été mise en place, je crois, dans les années 80 de mémoire. Donc ça commence à dater, mais le problème, c'est que du coup, ils se retrouvent avec des vieux dans tous les sens. Bon, on a un peu le même problème en Europe, mais en Chine, c'est encore pire. Et le problème, c'est qu'ils ont une population qui va diminuer quoi dans les prochaines années, dans les Pareil prochaines pour le décennies. Japon, hein. Le Pareil pour le Japon, c'est Japon. Au même Japon, pire. c'est une catastrophe. Au Japon, c'est une catastrophe. Même la Corée aussi, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de pays asiatiques comme ça qui étaient des moteurs de croissance, qui ont une population qui devient extrêmement vieille. Au Japon, par exemple, j'avais vu un reportage là-dessus. Ouais. Déjà, t'as des taux de fécondité qui sont extrêmement bas au Japon et en Corée. Les gens font plus d'enfants, ils se marient plus. Et t'as des quartiers au Japon qui sont entièrement déserts, entièrement vides, parce que t'as des maisons qui servent plus à rien, parce que les gens y habitent plus, parce que la population est en total déclin. En sachant que le Japon a un énorme problème d'inflation aussi, parce qu'ils ont créé de la masse monétaire à plus savoir quoi en faire depuis les années 90. C'est notamment en grande partie ce qui a causé la bulle du Japon dans les années 80, c'est l'énorme création monétaire qu'ils ont fait dans les années 80, qui a créé pareil une fausse croissance, une bulle énorme sur le Nikkei. Donc la création monétaire, ça règle jamais les problèmes structurels, les problèmes fondamentaux, et la Chine a déjà connu son heure de gloire, et maintenant c'est fini pour la population chinoise. Ils arrivent dans une population vieillissante, ils ont leurs entreprises immobilières qui commencent à connaître de forts problèmes, ils ont des banques aussi qui ont commencé à faire faillite l'année dernière. Alors pour l'instant, ça n'a pas contaminé tout le secteur bancaire chinois,
Mais ça peut vite créer des problèmes, des gros problèmes économiques. Donc voilà, la Chine, personnellement, je parierais pas, je mettrais pas une pièce dessus. Pour moi, le relais de croissance le plus intéressant, ça serait donc l'Asie du Sud-Est et l'Inde. Mais voilà, le problème, c'est que pour l'instant, ça décolle pas, quoi. Ça décolle pas. Ouais, non, mais c'est clair. C'est pas demain la veille qu'il y a de la croissance là-bas, à mon avis. Mais bon, l'Inde a l'avantage par rapport à la Chine d'avoir une population qui est jeune et qui est toujours en forte croissance. Et d'ailleurs, je crois que c'est devenu le pays le plus peuplé. Je sais plus. Je crois qu'ils sont passés devant la Chine, ou alors ils vont passer dans la Chine. Je sais plus. Ouais, bah, c'est kiff-kiff, je pense, entre les deux. Ouais, Je la sais Chine plus c'est qui. 1,42 milliard et l'Inde c'est 1,35. Donc ils sont pas encore passés devant, mais ils vont passer devant la Chine dans les prochaines années. Donc voilà, volatilité économique, risque géopolitique, pour moi c'est vraiment la menace principale, même si j'ai envie de dire c'est une menace qui touche toutes les entreprises. En fait, ça touche pas que LVMH, parce que tu regardes Apple, ils sont aussi fortement impactés par la Chine. L'Oréal c'est pareil, Hermès c'est pareil, même si Hermès a l'air beaucoup plus résiliente. Les semi-conducteurs, énorme impact chinois également. Donc la Chine peut vraiment entraîner, j'ai pas envie de partir dans les scénarios catastrophes, mais la Chine peut entraîner le monde dans une récession monstrueuse, hein, si jamais la Chine, l'économie chinoise tombe. Ensuite, Comme en l'Amérique. menace, ouais. Mais les Ricains, c'est différent, parce qu'ils ont une économie qui, je pense, est moins fragile que la Chine, parce que les Là, Ricains ont... il est pas communiste. Déjà, elle est pas... ça dépend Non, de... non, non, elle est pas Non, elle est pas communiste. Pas communiste, mais elle est de plus en plus socialiste en tout cas, donc Oui. c'est un problème. Bah, il y a un gros gap entre le contrôle de la richesse et. Il y a un Mais oui, problème. par contre. Bon, enfin, là, on en fera un autre podcast, là. Ouais. Ensuite, on pourrait avoir des menaces de contrefaçon. Bon, j'ai envie de dire, la contrefaçon, ça a toujours existé sur les marques du luxe, ça existera Ouais. toujours. Ça peut impacter négativement les marques. On voit tous l'image du mec en jogging avec sa sacoche Louis Vuitton. Bon, on sait très bien que c'est toujours des contrefaçons qu'ils ont, mais voilà, ça impacte négativement la marque. C'est comme Lacoste qui est devenue Oui. une marque, Bon, voilà, bref. La contrefaçon, ça peut impacter négativement les marques en mettant entre les mains de la mauvaise clientèle, du coup, les produits de LVMH. Et ensuite, on a une concurrence intense, potentiellement de la part d'autres groupes du luxe, même si il y a de la concurrence de la part de Kering et de Richemont. Richemont est pas tout à fait sur les mêmes segments parce qu'ils sont très focus sur l'horlogerie, et Kering est en énorme difficulté actuellement. On a également Hermès, mais Hermès c'est pas tout à fait sur le même segment. Donc en fait LVMH n'a pas vraiment de grosses menaces concurrentielles, même si c'en est une toujours. Pour moi, vraiment, si on devait retenir une seule menace de la part d'LVMH, c'est vraiment le risque chinois et le risque de récession économique qui pourrait être vraiment, vraiment dur. Ouais. Moi, je pense, pour rebondir sur ce que tu as dit, elle évolue quand même dans un marché qui est très concurrentiel, parce que même si la concurrence va pas se faire de conglomérat à conglomérat, il y a quand même une forte. Enfin, c'est quand même 75 maisons, tu vois. Et par exemple, pour prendre l'exemple de NSI, bah, NSI peut très bien se faire voler des parts de marché par Rémi Martin, l'autre énorme acteur spécialisé dans le cognac. Ils ont aussi beaucoup de vins et spiritueux, mais c'est possible que, tu sais, Pernod Ricard grappille au fur et à mesure, ou Diageo grappille au fur et à mesure des parts de marché à certaines de ces marques, tu vois. On peut même, Hermès va pas concurrencer LVMH en soi, mais Hermès peut très bien concurrencer, et d'ailleurs concurrence très bien parce qu'elle est quand même supérieure en termes d'image de marque à Louis Vuitton. Euh, Ensuite, il y a aussi les marques 100% indépendantes qui ne sont pas cotées. On peut prendre l'exemple de Chanel. Giorgio Armani, de mémoire, n'est pas coté aussi. Donc, tu vois, Chanel, c'est la référence ultime qui appartient à deux frères de mémoire. Et elle ne sera jamais cotée. Et Chanel fait quand même du mal à, euh, à des Louis Vuitton, Chanel, à du Dior, à du Christian Dior. Voilà, donc je pense qu'elle évolue quand même dans un marché qui est concurrentiel, pas du point de vue du conglomérat, mais de ses marques plutôt qu'elle a en portefeuille, tu vois, vraiment. Fendi, non, c'est
LVMH a Fendi? Non, Ouais. c'est Kering qui a Fendi. Non, non, ils ont Fendi LVMH. Ah, Fendi. Mais tu vois, LVMH peut très bien se faire concurrencer Fendi par du Moncler, par exemple. Bon, maintenant, ils sont aussi Ouais. actionnaires chez Moncler, mais voilà, c'est des choses qui, tu vois, ils ont Tag Heuer, bah, Tag Heuer peut très bien se faire concurrencer par d'autres marques, d'autres horlogeries, bah, Rolex ou Tudor même, qui sont grosso modo au même prix que Tag Heuer. Donc non, je pense que vraiment, elle évolue dans un marché qui est vraiment Mm. concurrentiel et c'est à elle de faire vraiment attention et de tenir au chaud entre guillemets ses bébés pour pas que ça qu'ils se fassent manger au fur et à mesure, quoi. Parce que les autres, bon bah voilà, c'est le milieu capitaliste. Tu veux passer aux avantages concurrentiels? Ouais, effectivement, au niveau du mode, déjà on peut noter qu'elle a un wide mode de la part de Morningstar, donc la note la plus élevée, donc ça c'est très positif. Et pour moi, il y a deux principaux modes. Le plus évident, c'est les actifs intangibles, qui proviennent des marques, forcément, des marques qui sont pour la plupart centenaires, qui sont ancrées dans l'imaginaire collectif, des marques qui sont extrêmement fortes. On les a déjà citées, pas la peine de revenir dessus. Et le deuxième, qui est moindre, c'est l'avantage de coût, puisqu'on a des synergies qui se créent, puisque LVMH est un conglomérat. Donc forcément, l'avantage des conglomérats, c'est qu'il y a de l'argent qui peut être redistribué par la maison mère vers certaines marques, potentiellement pour les aider dans leur développement, pour la, je sais pas, la création de nouvelles boutiques, etc. Donc le fait qu'une marque, c'est d'ailleurs un conglomérat bien géré, parce que pour moi, c'est vraiment ça qui fait la force des conglomérats, c'est quand tu as un portefeuille d'entreprise décentralisé qui a son propre management et son propre, ses propres décisionnaires en fait, Ouais, et qui peut avoir sa propre stratégie et son propre libre arbitre, mais que en même temps il y a la maison mère qui permet de débloquer des financements et de soutenir financièrement le développement de certaines marques euh, dans le portefeuille de marques de Louis Vuitton. Donc voilà, je pense qu'il y a un avantage de coût par rapport à des marques indépendantes, tu vois, comme Chanel par exemple, qui aura une bien moins grosse force de frappe qu'une marque comme Christian Dior, parce que Christian Dior, derrière, il y a LVMH, il y a l'argent de LVMH pour la soutenir, même si voilà, c'est moindre et l'avantage compétitif, il provient majoritairement des actifs intangibles. moi, je suis d'accord avec toi pour les actifs intangibles, notamment parce que bon, ce sont des marques de prestige que dégagent ces marques. Bah, elles vont dégager de la qualité, du savoir-faire, de la désirabilité. Ça permet forcément à LVMH, enfin plutôt à ces marques en question, de maintenir des prix élevés. Il y a Mm. quand même un peu de pricing power dans beaucoup des maisons de Louis Vuitton. On l'a vu notamment avec des marges bénéficiaires qui sont quand même très solides et en augmentation, ce qui est preuve de pricing power. Les produits du groupe sont populaires et facilement reconnaissables. On le voit notamment avec le monogramme de Louis Vuitton. Les égéries aussi, tu sais, ils ont vraiment voulu pousser ça en avant. Il y a des égéries bien connues. Et forcément, bon, les gens, enfin, ça fait partie du commerce, tu vois. Les égéries, ça va faire ce qui rend la désirabilité. Tu vois, on peut citer Nathalie Portman pour Dior, Léa Seydoux, Madonna. Il y a eu même Mikhail Gorbatchev et Oui, Brigitte Macron qui ont, ouais, il y a une photo de Mikhail Gorbatchev pour Louis Vuitton, tu vois, par exemple. Donc c'est vraiment, voilà, la désirabilité. Et moi, ce que j'avais noté, alors, je sais pas si on peut vraiment l'inclure en, je sais pas. Tu vois, tu me diras. Je l'ai mis parce que pour moi, il y en avait quand même, mais les barrières à l'entrée. Parce que tu vois, que ce soit pour les marques de prêt-à-porter comme le luxe, c'est très compliqué pour un nouvel entrant de venir concurrencer des mastodontes comme Louis Vuitton, Berluti, Loro Piana ou encore Givenchy, tu vois. Parce que ça va nécessiter déjà des investissements colossaux, que ce soit en pub, en marketing et même en distribution. Euh, Moi, je pense que même les barrières à l'entrée vont se retrouver aussi dans tout ce qui est champagne et cognac. Parce que tu sais, il y a des fameux cycles de production qui sont très très longs, il y a des besoins en stock aussi élevés. Voilà, je pense que il y a beaucoup de ces marques à LVMH enfin, qui ont des barrières à l'entrée parce qu'un nouvel entrant, enfin, tu vois, Pollen, c'est la start-up qui vient de se lancer, qui cartonne, mais enfin, de ce que Pollen est actuellement, à ce que Louis Vuitton est actuellement, ou même Céline est actuellement, il y a quand même un gap énorme, je trouve. Il y a quand même ouais.
Ouais, effectivement, je pense que les barrières à l'entrée sont plus ou moins fortes en fonction du segment. Ouais, de la Sur la mode et maison, la maroquinerie, c'est plutôt pas faible, mais ça reste faible. Tu vois, comme t'as dit, il y a Pollen qui s'est fondé en 2015 et qui cartonne déjà. Des marques de vêtements, t'en as tous les ans qui se créent, que ce soit dans le luxe ou moins dans le luxe. Par contre, sur vin et spiritueux, il y a des énormes barrières à l'entrée forcément parce que le champagne, tu crées pas un domaine de champagne comme ça du jour au lendemain. La terre, déjà, faut être en Champagne. Les terres, elles sont déjà toutes, elles appartiennent déjà toutes ah oui, à des gens, à des bien sûr. familles. Pareil pour le vin, alors tu peux créer des nouvelles marques de vin, mais tu le fais pas comme ça. C'est sur des vignobles spécifiques. Alors je suis pas un expert en vin, mais Non, voilà, mais bien sûr, c'est de mais la quand tu terre, tu vois vois, que, donc il y a de la rareté. ouais. Oui, Mais bon, pareil le nouvel, sur je te coupe vite l'horlogerie. fait, mais tu vois, attends, vas-y, termine. Non, sur l'horlogerie, il y a aussi, je pense, plus de barrières à l'entrée potentiellement. Quoique, distribution sélective Moi, je aussi, pense que c'est vraiment c'est, sur le vin. ouais, sur le vin, effectivement, parce que distribution sélective, tu recrées pas un Sephora comme ça non plus du jour au lendemain. Euh, Parce qu'il y a les emplacements, parce que même si c'est plus simple, Ouais, ouais, là où il y en a le plus, c'est clair que c'est sur le vin et le champagne, je pense. Même sur le cognac, tu crées pas, tu crées pas du champagne comme ça du jour au lendemain, quoi. ouais, ouais, ouais. Non, t'as raison, t'as raison. Euh, Bon, à quel prix on l'achète, Euh, LVMH? Dis-nous, à quel prix est-ce que tu l'achètes, Jean? Bah écoute, aujourd'hui, elle est à quoi? 627 €. Alors moi, ce que j'ai fait en croissance prévue, donc alors pour ceux qui n'ont pas l'écran, en gros, bah dans l'application, vous allez dans l'évaluation, il y a les fameux trois segments à rentrer. Donc moi, je prends les free cash flow par action. On va rentrer dans la croissance prévue. Moi, j'ai mis 12%, à savoir que donc les free cash flow sur 10 ans, ils sont de 19,2% et les free cash flow sur 5 ans de 16,5%. Moi, j'ai mis 12%, donc bien inférieur aux 16,5%, parce que LVMH quand même reste assez dépendante au marché asiatique et particulièrement chinois. Et je ne pense pas que ça va aller en s'améliorant en ce moment. Enfin, même, je pense même pendant l'autre année encore. Forcément, le marché chinois, il se porte vraiment pas très bien. Je préfère opter pour des croissances prévues faibles, plus faibles que la moyenne, pour avoir une marge de sécurité quand même cohérente avec la conjoncture actuelle qui est plutôt difficile, qui n'est pas au top de sa forme en Chine, mais en vrai, on peut prendre même l'Europe qui est pas au top de sa forme. Faut oublier que la France en est surendettée. Faut oublier que le pouvoir d'achat diminue en France. Faut oublier que en Amérique, ils sont pas aussi là-dedans. Ils sont dans les élections américaines. Ils règlent leurs problèmes aussi de dette. Voilà. On n'est pas dans les 30 glorieuses en ce moment, ça c'est sûr. Donc voilà, je préfère mettre une croissance prévue des free cash flow de 12 pour accroître ma marge de sécurité et en multiple final. J'ai opté pour 25, à savoir que le price to free cash flow sur 10 ans, on est à 29 et sur cette année, on est à 26. Donc j'ai baissé d'un cran vraiment le multipinable de 25. Je pense que ça va rester comme ça va pas non plus LVMH être bradé à des PER enfin à des price to free cash flow de 20 ou 19 comme est Kering actuellement. Mais après, elle n'est pas bradée, elle le mérite aussi. Donc voilà, avec ces hypothèses de croissance, ça me fait un prix juste à 529 €. Alors là, c'est avec une marge de sécurité quand même assez élevée, forcément. À savoir qu'aujourd'hui, on est à 627 €, donc c'est quasiment 100 € moins cher. Je pense qu'un bon prix d'achat, ça va se situer entre 530 et 560 €, pour donner une fourchette de prix quand même. Voilà. Faudra vraiment regarder niveau indicateur. Bah ouais, comment dire? Les indicateurs clés vraiment à suivre pour l'évaluation, ça va être la reprise de l'économie chinoise, les décisions donc politiques chinoises, avec aussi les droits de douane sur les alcools, euh, vérifier les capex au fur et à mesure, qu'ils soient bien alloués, et les prochains moteurs de croissance de la Formule 1 et du Paris Football Club. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que la croissance prévue peut être revue à la hausse ou pas? Moi, je préfère mettre 12 en croissance prévue et un multiple final de 25. Voilà. Et donc voilà, pour finir, juste l'acheter entre 530 et 560 euros. Ça me paraît un bon prix.
Ouais, et d'ailleurs, t'as soulevé un point très intéressant dont on n'a pas parlé au niveau des risques géopolitiques, mais les droits de douane, c'est vachement intéressant, hein, parce que on le sait, les États-Unis jouent avec le feu, hein, avec les droits de douane, avec notamment les restrictions d'exportation de technologies stratégiques, notamment liées aux semi-conducteurs en Chine. Notamment, on sait que ASML est fortement impacté par ces politiques. Mais si jamais l'Europe décide de suivre les États-Unis, et notamment en ce moment ils veulent imposer des droits de douane, alors je sais pas si c'est passé ou pas sur les véhicules électriques chinois, mais s'ils commencent à trop jouer avec le feu avec la Chine, à mettre des droits de douane partout, si le gouvernement chinois décide de mettre des droits de douane sur tous les secteurs d'LVMH, forcément ça va être compliqué aussi Mais ils l'ont dit, hein, le pour gouvernement notre chinois. ouais. Ils l'ont dit, hein, si nous on augmente les taxes des voitures électriques chinoises qui sont en train de raser le marché européen, euh, eux, ils nous découpent au niveau des droits de douane, ils l'ont dit, hein, ils nous découpent au niveau des droits de douane, surtout dans les vins et spiritueux. Hmm. Donc il faut pas oublier que c'est quand même une part substantielle du chiffre d'affaires de Bernard Arnault. Carrément. Mais sinon, au niveau des hypothèses de croissance, moi je suis quasiment identique, puisque j'ai 12% aussi de croissance en hypothèse sur les free cash flow par action, pareil, conservateur. Mais j'ai mis 26 en multiple final. Euh, Voilà, j'ai mis 26 en multiple final, mais c'est à peu près similaire à 25. Mais on vous mettra à Oui. l'écran, il y a un nouveau graphique qui est arrivé dans l'onglet évaluation, qui sera déjà sorti à l'heure où ce podcast sortira, qui est l'évolution des ratios de valorisation. Donc moi, c'est un graphique que j'avais envie d'implémenter depuis longtemps, parce que c'est très rare de trouver ce genre de données. Vous le savez, c'est des données qu'on trouve pas souvent sur les applications de bourse, sur les sites de bourse. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir donc l'évolution du PE ou du price to free cash flow dans le temps. Et donc ça nous permet de voir déjà à combien est-ce que historiquement l'action s'échange, et ça nous permet de voir les tendances et de voir si aujourd'hui est-ce qu'on est plutôt supérieur ou plutôt inférieur à ce que c'était historiquement. Et on peut voir également le range, donc la fourchette dans laquelle évolue le price to free cash flow par exemple. Et on vous mettra le graphique à l'écran, mais vous voyez qu'on a une fourchette qui se dessine à peu près clairement entre 20 et 30, et que l'action historiquement est plutôt entre 20 et 30 au niveau de ses free cash flow par action, avec souvent des niveaux autour des 25. Donc voilà, personnellement j'ai mis 26, mais c'est à peu près similaire à ce que t'as mis, et moi ça me donne un prix juste de 551 €. Donc voilà, on revient dans la fourchette de prix, hein, entre 530 et 560. C'est vraiment des niveaux sur lesquels LVMH pourrait devenir très intéressante. Actuellement, elle est encore trop chère parce que les hypothèses de croissance sont forcément impactées à la baisse. Euh, et il y a pas mal d'indicateurs à suivre, hein, t'en as parlé, la reprise de la croissance en Chine, le développement dans de nouveaux marchés. On sait que, par exemple, L'Oréal a fait pas mal d'expansions sur l'Amérique latine. Est-ce que LVMH pourra le faire aussi? Je sais pas. Je sais pas, l'Amérique latine, c'est un marché qui est compliqué, je pense. L'évolution Je des pense marges aussi, ouais. et des capex aussi, il faut surveiller dans les prochaines années, parce que les capex ont eu tendance à beaucoup augmenter depuis le Covid, donc à surveiller. Les nouvelles acquisitions et partenariats également, se tenir au courant de ce que LVMH fait à ce niveau-là, mais on peut aussi parler des partenariats sportifs, et évidemment la succession de Bernard Arnault à surveiller de près pour l'évolution du groupe. Voilà. C'est clair. Ok, donc ouais, à peu près les mêmes croissances, les mêmes Ouais, c'est ça. estimations que moi. Ouais. Mais toujours côté conservateur quand même. Là, on va pas commencer à Ouais, avoir ouais, ouais. LVMH comme une entreprise de croissance. Non, c'est clair. Est-ce que Ok. t'as un petit mot de la fin? Bah écoutez, moi c'est un grand oui, hein, même après avoir fait le deep dive. Parce que tu vois, on en avait parlé notamment quand on avait fait Nike, où t'hésitais peut-être à acheter Nike par la suite, et en fait après, tu vois, quand on a refait le deep dive, tu t'es dit non, bah non, tout compte fait, je vais peut-être pas forcément acheter Nike. Et donc c'est ça en fait l'avantage aussi pour nous de bosser sur des deep dives ou même les podcasts, c'est que bah nous aussi, ça nous permet un peu de faire une rétrospection. Et est-ce que c'est pas mieux de revendre Louis Vuitton, ou enfin LVMH, ou de se renforcer? Moi, personnellement, je suis vraiment convaincu que c'est une entreprise de très haute qualité, une des meilleures européennes, et je pense la meilleure française. Là,
la deuxième meilleure française ou la première meilleure française, ça dépend. Et je compte vraiment me renforcer, mais voilà, je vais faire vraiment attention à mon prix de revient. Je ne vais pas faire n'importe quoi, je vais vraiment attendre. Alors, on time pas le marché ici, vous le savez, mais on va pas acheter non plus LVMH à ces niveaux-là. Euh, je vais vraiment être patient et plutôt voilà, ronger mon frein, acheter des petits ETF et attendre que des prix soient vraiment attractifs parce que c'est vrai, là, elle me paraît quand même un peu cher encore. Euh, mais sinon, voilà, une entreprise de très très haute qualité et qui était très intéressante d'ailleurs à analyser, à réanalyser plutôt. Ouais. Ouais, tu l'as dit, moi je partage le même avis, hein, c'est 100% oui pour LVMH, même si j'ai quelques réserves par rapport aux perspectives de croissance. J'ai fait n'importe quoi par le passé sur mes prix d'achat, je l'ai acheté à des prix complètement débiles, je l'ai acheté à 700 et quelques, voilà, j'ai fait n'importe quoi. Donc j'ai un PRU absolument catastrophique à 748. Donc je ne referai pas la même erreur et je ne rachèterai pas LVMH tant qu'elle ne trouve pas des niveaux qui me paraissent intéressants. Comme tu l'as dit, c'est pas du timing de marché, hein, parce qu'on n'essaye pas de rentrer, sortir au bon moment. C'est juste du bon sens et le fait de se dire que si tu l'achètes trop cher, tu n'auras pas de performance, quoi, tout simplement. Et moi, je le Clair. remarque, c'est quasiment systématique. Enfin, c'est une règle qui se trouve dans mon portefeuille. Hein, c'est que toutes les actions de mon portefeuille sur lesquelles je suis en négatif, donc il y en a il y en a 4 actions sur lesquelles je suis en négatif. Il y a Evolution, LVMH, L'Oréal et Dassault Systèmes. LVMH, L'Oréal, Dassault Systèmes, c'est 3 actions que j'ai achetées trop cher. Donc si je suis en négatif, c'est purement justifié, c'est purement de ma faute, j'ai fait n'importe quoi, je les ai achetées trop cher. Evolution, je suis en négatif, mais je l'ai pas acheté trop cher. Evolution, c'est juste que c'est un cas Elle très n'est pas chère particulier, de base. Evolution. Euh, Elle est pas chère en ce moment, mais elle n'arrive pas à redécoller. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, je sais pas. Mais Evolution, moi, je suis toujours complètement convaincu par cette société, surtout après ces dernières annonces de résultats. Mais voilà, tout ça pour dire que si vous achetez trop cher, vous allez pas avoir de perf, tout simplement. C'est mathématique. Donc faites attention, faites pas comme moi, n'achetez pas LVMH à n'importe quel prix. Voilà. Absolument, voilà. Faites attention à vos prix de revient. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pas parce que c'est une entreprise française que vous aimez et qu'elle est disponible sur le PEA que c'est une raison pour l'acheter n'importe comment. C'est clair. C'est clair. Ok. Bah écoute, je pense qu'on est pas mal On est pour pas ce mal, deep je pense qu'on dive. est très bien même. Mm. Bah écoutez, dites-nous ce que vous pensez d'LVMH. Bon, je pense que vous serez à peu près 100% à nous dire dans les commentaires que vous l'avez et que vous êtes aussi convaincu par LVMH. Si c'est pas le cas, dites-nous. Dites-nous pourquoi, ce serait très intéressant. Donc on arrive à la fin de l'épisode. Du coup, on espère que le podcast, comme d'habitude, vous aura plu et surtout que vous aurez appris quelque chose d'utile aujourd'hui avec nous. Alors avant de partir, hein, comme d'habitude, un petit rappel. N'oubliez pas de nous suivre sur Fountain App et écouter gagner du Bitcoin. Si vous voulez nous soutenir, bah, vous pouvez aussi, hein, vous pouvez faire, nous en envoyer directement. Et bien sûr, on est présent sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer et plein d'autres encore. N'hésitez pas à laisser un avis et une note 5 étoiles, ça nous aide énormément à faire connaître le CAF rentable. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, j'insiste là-dessus, et notre page Instagram. Également, abonnez-vous à nos chaînes respectives, hein, J'invest et IQ Invest, et même IQ Bitcoin maintenant, pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Effectivement, et comme Jean l'a dit, hein, abonnez-vous à la chaîne YouTube, faites-nous monter ce compteur, il faut qu'on dépasse les 1000 avant la fin de l'année. Donc oubliez pas d'aller également suivre nos pages Instagram, allez visiter le site iq-invest.fr, et merci de nous avoir écoutés, et comme d'habitude, on se donne rendez-vous tous les lundis matins à 8h, on ne manquera jamais un épisode, croyez-nous, ça sera le podcast le plus régulier en France, et ça le restera. Tout simplement. C'est clair. Merci à tous, à très vite. Prenez soin de vous et prenez soin de vos finances. Ciao.